Bonsoir tout le monde pour ce live de fin de campagne. Je suis en compagnie de notre tête de liste de la France Insoumise. Nicolas, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Bonsoir Ryan, bonsoir Mia. Ça va très très bien, il n'y a plus que 3 jours, donc je suis hâte d'être à dimanche. Yes, 3 jours avant d'aller voter, exactement, n'oubliez pas. Mia, comment ça va ? Ça va super, et toi ? Ça va super. Bon, vous avez fait quoi aujourd'hui ? Écoute, moi ce matin j'étais au garage municipal, figure-toi, parce qu'on s'adresse aux agents municipaux dans cette campagne, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à proposer, et notamment ils sont en souffrance, donc voilà. On est allé ce matin, très tôt, à 7h du matin, au garage municipal. On a été rejoint, figure-toi, par Patrick Jarry. Et oui. Pour ceux qui ne savent pas, Patrick Jarry, ancien maire de Nanterre, actuellement sur la liste du nouveau maire. Voilà. On en parlera à la suite du live. On en parlera tout à l'heure. Donc voilà, mais on a fait notre petite diff sympa, c'était très bien. Ok. Mia, t'as fait quoi aujourd'hui ? Eh ben écoute, taf militant, beaucoup de communication aujourd'hui, Ok. ça taffe pour la France Insoumise, on est là, hein. Très stylé. Ok, trop bien. Bon, aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets, du coup. C'est l'occasion aussi, pour ceux qui sont sur le live, de nous poser les questions que vous avez encore, peut-être, etc. On va parler de plusieurs choses. On va parler justement du programme, pour commencer, donner du contexte, pourquoi on se présente, qui on est, qui fait la liste, etc. Voilà, il y aura des points sur l'éducation, sur l'écologie, sur l'engagement de la jeunesse. Et après, on va conclure ce petit live. On va peut-être commencer par pourquoi on fait une liste. Vas-y Mia, vas-y. Bah, tu voulais commencer, vas-y. Oui, déjà pour commencer de parler un peu de la France Insoumise, de ce que c'est comme mouvement. Donc on est aujourd'hui une des principales forces de gauche, bravo à nous. On est la seule gauche qui incarne vraiment la rupture, qui incarne vraiment les valeurs sociales, humanisme, qui incarne une gauche de lutte et de combat, qui est tous les jours sur le terrain, et c'est très important pour nous de le rappeler aussi qu'on fait ça, on est au service des gens, on a notamment une liste qui est consciente des enjeux sociaux aujourd'hui, et quand on voit ce que la gauche devient, notamment le Parti Socialiste et ses alliés, je pense que c'est important aussi de rappeler pourquoi nous on se bat, et justement de dire qu'on veut faire une gauche qui a réellement le pouvoir de redonner le pouvoir au peuple et d'installer une souveraineté populaire réelle, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle municipale. Ouais, tout à fait, on se présente pour ça. Est-ce que tu veux rajouter des choses, Nicolas ? Bah oui, mais effectivement, tu l'as dit Mia, on est une gauche de rupture, et à Nanterre c'est aussi le cas. Il faut savoir qu'à Nanterre, d'abord, la France Insoumise, elle a fait 47% quand même pour les élections présidentielles. Donc Jean-Luc Mélenchon, il a fait 47% dans cette ville. Et ensuite 37% pour les européennes, donc c'est pas du tout négligeable, au contraire, on est la première force de gauche de loin. Et on est aussi cette force de gauche qui a permis d'ailleurs de reconquérir le siège de député, puisque grâce à nous, grâce à la campagne qu'on a menée, même si d'ailleurs on n'était pas, la circonscription a été donnée aux écologistes, dans le cadre des accords de la NUPES, on a fait la campagne loyalement et on a réussi à regagner cette circonscription. Donc franchement, on peut être fiers de nous déjà. Grâce à nos voix. Parce que c'est grâce à nos voix, grâce à notre travail militant. C'était pas du tout gagné d'ailleurs au départ, notamment en 2022. Et voilà, et donc ça justifie aussi pleinement le fait qu'à Nanterre, la France Insoumise, elle a son mot à dire. Et on a aussi beaucoup de désaccords, on va en revenir dessus plus tard, avec ce qui a été fait, la politique qui a été menée par la mairie sortante et la majorité sortante ces 15-20 dernières années. Et donc ça méritait évidemment d'être représenté et d'être présent au premier tour, évidemment, et peut-être au deuxième, surtout au deuxième, dans cette ville, voilà, à Nanterre. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu justement de la liste du maire sortant ? Parce que souvent, quand on parle de Nanterre, on a tendance à dire qu'on a une mairie de gauche. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, aujourd'hui ? Alors, il y a une espèce de légende urbaine qui circule un peu partout, comme quoi la mairie de Nanterre serait une mairie communiste. Non, c'est plus une mairie communiste. Le maire précédent, donc Patrick Jarry, il a quitté le PC en fin des années, en 2007 ou en 2009, je crois. Il a quitté le PCF et il n'a pas fait que quitter le PCF, en fait, puisqu'en fait, ça s'est aussi traduit finalement dans la politique qu'il a menée depuis. C'est-à-dire qu'il n'a pas juste quitté un parti, il a aussi quitté ce qui faisait en fait l'esprit de ce parti et ce qui a construit Nanterre au fil des années. Et donc voilà, donc la première chose à dire, c'est que non, ce n'est pas une mairie communiste. Et alors il se présente maintenant, le maire actuel, d'ailleurs je précise que le maire actuel n'a pas été élu, puisqu'il a été nommé par Patrick Jarry à mi-mandat, il y a à peu près 2 ans de cela. C'est déjà une première chose. Et il se présente comme un maire donc d'hiver gauche.
Et j'ai l'habitude de faire une petite boutade à ce sujet en disant il est plutôt divers que gauche. Et voilà. Mais c'est vrai que voilà. Donc en fait, on va revenir un peu sur des détails plus tard. Mais il y a une politique qui est menée depuis une vingtaine d'années, notamment en termes de démocratie locale et liée aussi à la rénovation urbaine. Ça va pas du tout, puisqu'en fait, la plupart des aménagements qui ont été faits se font en général sans consulter les habitants. Et donc, ça fait partie des choses que nous, on pointe du doigt, des griefs qu'on pointe du doigt. Et voilà, et ça, c'est un sous-ensemble de beaucoup de choses qui font qu'on est en désaccord, en fait, avec la politique menée par ces gens-là. Et on développera plus tard, mais voilà, ça fait partie de nos désaccords, par exemple. En plus, on est sur une ville avec 10 listes qui se présentent là pour ces municipales. T'en penses quoi, toi, des 10 listes, par exemple? Alors, les 10 listes, c'est compliqué à dire. Est-ce qu'on peut les dire? Oui, on peut les citer. Je peux. Alors déjà, on a le PS. Alors le PS, il n'a pas été fichu de négocier son accord avec la majorité sortante. Donc bon, après ça, c'est plutôt la lutte des places en fait à Nanterre. La gauche, la gauche, on va dire municipale, c'est plutôt la lutte des places que la lutte des classes. C'est pousse-toi là que je m'y mette, puisque en fait le PS avait négocié un accord avec la majorité sortante. Je ne sais pas s'il faut aller dans ces détails-là, mais finalement ils se sont fait coiffer au poteau par finalement la députée écologiste qui est arrivée sur le tard et qui a pris la place donc à la métropole du Grand Paris, parce qu'il y a des conseillers métropolitains. Enfin, voilà, tout ça intéresse assez peu les gens finalement. C'est très compliqué, personne ne comprend la tambouille. Nous, on n'est pas dans la tambouille, on est dans la clarté. Et donc oui, effectivement, il y a la liste socialiste finalement, parce qu'ils sont obligés de partir tout seuls. Peut-être, Mia, tu peux préciser qui soutient la candidate socialiste. Ouais. Ça serait intéressant. Alors, oui, parmi les soutiens de la liste socialiste, on trouve déjà dans la liste François Calfon. Oh là là là. François, ouais. Crème de la crème. Est-ce que Jules, à la régie, peut nous mettre une photo de François Calfon par hasard, à tout hasard? Pour qu'on ait un petit peu de contexte. D'une gauche totalement radicalisée, que je pourrais appeler la gauche Gaza, par exemple. Eh bien, est-ce que c'est comme ça qu'on envisage l'avenir du pays? Mais voilà, François Calfon, ouais, si on peut expliquer le type de socialiste que c'est, par exemple, c'est le genre de socialiste qui allait à la télé et qui se plaignait d'avoir une gauche Gaza. Alors, en parlant de nous, en parlant, évidemment, bien sûr. Ouais. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il porte directement un stigmate sur les personnes qui militent pour la cause palestinienne, qui est quand même une cause assez importante, et on le voit notamment avec les actualités internationales en ce moment, qu'il y a de quoi se battre, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup d'enjeux, et pour lui, apparemment, c'est pas un sujet qui est très important, et puis il est ouvertement contre le fait que nous on milite pour la cause palestinienne, donc c'est ce type de personnes déjà qu'on retrouve dans la liste. Et après dans les qui dit assassin, nos militants faut le dire. Moi je leak. François Calfon, tu vas pas t'en sortir comme ça. C'est pas parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler que on dit pas à nos militants que c'est des assassins. Oui, et parmi les soutiens à la liste, on retrouve des personnes comme Bernard Cazeneuve, Bernard Cazeneuve, qui, on rappelle, est quand même le responsable de la loi permis de tuer. Ce qui est assez scandaleux, du coup, de faire venir à Nanterre et de dire que c'est un soutien à la liste, alors qu'on rappelle que la loi permis de tuer, notamment, c'est ce qui a mené au meurtre de Naël. Et donc, je pense que c'est assez scandaleux et on n'est pas assez revenu dessus. Ouais, c'est en fait, pour juste rappeler aux gens qui ne savent pas, c'est une loi qui en fait rend plus flou la désignation sur les refus d'obtempérer. Donc en fait, juridiquement, ça permet aux policiers de pouvoir être un peu plus en sécurité, protégés par l'institution si jamais ils tirent sur quelqu'un et que c'est pas forcément justifié. Et c'est ce qui fait qu'il y a déjà dans des histoires comme ça, c'est très très dur pour les familles de défendre leur cas, de chercher, de plaider à la justice. On a une affiche qui descend, c'est pas grave. Mais voilà, de plaider leur cas, d'essayer de défendre leur... Elle est tombée, mais pas nous. Voter pour la France Insoumise. C'est pas parce que l'affiche est tombée qu'il faut pas voter pour la France Insoumise le 15 mars. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est une loi qui protège en fait les policiers et qui a été mise par un Premier ministre qui était censé être de gauche. Je pense que le temps nous a prouvé que le hollandisme, c'était pas vraiment de gauche. Mais voilà, excuse-moi...
C'était juste pour faire une petite aparté pour rappeler ça. Non, mais t'as raison, il faut rappeler ce genre de choses. Et par ailleurs, il y a eu récemment une niche LR où ils ont essayé d'étendre le permis de tuer en faisant en sorte que maintenant, ce soit aux personnes qui sont victimes une présomption d'innocence de légitime défense des policiers. Et du coup, ce serait maintenant aux personnes victimes d'aller voir la police et de lancer un procès en prouvant, et c'est à eux de prouver en fait la charge de la preuve et de leur côté, prouver que les policiers, c'était pas la légitime défense. Et on partait du principe que s'ils tiraient et tuaient des gens, c'est la légitime défense. Et la France insoumise a été un des rares partis qui a été là toute la journée pour défendre justement contre ce projet de loi-là. Donc ça fait partie des soutiens de la SPS, mais on en a aussi d'autres. Oui, et puis alors ça permet de dire aussi que voilà, c'est pas juste une élection locale justement, puisque tu as parlé de cette loi, tu as parlé d'autres choses. Il faut bien voir aussi que les coupes budgétaires, elles impactent directement les finances de la ville. Elles impactent directement le fait qu'il y aura moins de postes pour les écoles, qui vont supprimer des postes, qui vont donc fermer des classes. Ouais, on en reparlera. Voilà, donc tout ça, effectivement, fait que, ben oui, c'est une élection locale, on est d'accord. Et d'ailleurs, nous, on parle beaucoup de Nanterre et des questions nanterriennes, évidemment, aux Nantériens, mais aussi en lien avec le national. Et donc, en l'occurrence, avec la liste du Parti Socialiste, on a un exemple clair, déjà, de ce côté-là. Clair de ce que c'est, en fait, que le PS aujourd'hui. Mais ça, c'est clair. Mais en tout cas, après, sur les autres listes, parlons de la liste du maire. Là, on peut s'arrêter longtemps sur la liste du maire. La liste du maire sortant, qu'il a mis un temps fou d'ailleurs à faire, parce qu'effectivement, avec la lutte des places, c'était un peu compliqué, vu que c'est un peu l'union des logos. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de logos qu'il y a sur la liste du maire. Il y a autant de logos que de listes à Nanterre. Le logo qui au cumulé ne dépasse pas les 10%. Je ne sais pas, il y a peut-être un logo par candidat, je me demande. Mais en tout cas, voilà, donc la liste du maire, donc déjà un maire qui a été donc, nommé à son poste et non pas élu, donc c'est une grande différence déjà, qui vient d'ailleurs de la Nièvre, il me semble, qui a été nommé, on ne sait pas trop, c'était son premier mandat. Premier mandat, et le monsieur devient maire au bout de 3 ans, c'est formidable. Il n'est pas élu pour ça, mais c'est pas grave. Et ensuite, on a quand même aussi sur cette liste, il y a des problèmes quand même, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui, pour ne pas le nommer, Patrick Jarry, qui est quand même mis en examen et sous contrôle judiciaire dans une affaire, peut-être, je ne sais pas si on reviendra dessus, mais quand même qui pose aussi question. Il y a quelqu'un sur le chat qui dit « Je demande la dissolution immédiate de Raphaël Adam ». T'en penses quoi? Alors, je pense que c'est une bonne idée, mais avant d'arriver à la dissolution, il y a un moyen très rapide, c'est dimanche. Dimanche 15 mars. Voilà, dimanche 15. Dimanche 15. Et si dimanche 15 n'est pas suffisant parce qu'il faut passer 50% quand même, il y a une deuxième chance le dimanche suivant. Donc on peut appuyer là où ça fait mal. Et en tout cas, donner un message clair justement à ces gens. Mais en vrai, parlons-en parce que ça fait longtemps à Nanterre qu'on n'a pas eu un second tour. Ça fait quoi? Ça fait 20 ans, 30 ans qu'il n'y a pas eu de second tour? Je crois que c'est de partir de 2008, il me semble, qu'il n'y a pas eu de second tour. Effectivement, alors il faut bien voir aussi une chose, d'ailleurs c'est un appel qu'on fait à tout le monde, il faut vraiment aller voter, parce qu'en fait ce qui fait qu'il n'y a pas un second tour, c'est que l'élection repose beaucoup à Nanterre, évidemment, sur des réseaux internes, bien implantés, parce que ça fait quand même 95 ans qu'ils sont en place, même s'ils ne sont plus au PCF, ils ont gardé les méthodes et les réseaux, mais à des fins maintenant personnelles et non plus à des fins politiques. On reviendra aussi là-dessus d'ailleurs. Mais donc évidemment, plus ces réseaux, plus il y a d'abstention, plus ces réseaux en fait pèsent dans l'élection. Et alors, c'était encore plus flagrant à la dernière élection, donc l'élection qui s'est passée quand même sous le Covid. Je ne sais pas si vous vous rappelez que le dimanche on votait et le lundi on fermait tous les restaurants. Moi, j'ai trouvé ça quand même. Je peux vous dire que même chez nous, il y a plus pas personne voulait tenir le bureau de vote en fait, parce qu'on s'est dit mais il y a un problème. On ferme les bureaux de vote, on ferme les restaurants et on va voter. Et donc là, il y a eu 33% de votants, donc un Nantérien sur 3 qui est allé voter, et le maire, il a été élu donc au premier tour avec plus de 50% des voix, mais plus de 50% des voix, c'est 8000 voix. C'est 16% des inscrits, c'est rien. C'est 50 000 inscrits, 8000 voix. Voilà. Et puis si on peut rappeler ils représentent rien. Si on peut rappeler nos scores, nous, aux autres élections, c'est des scores qu'on peut avoir largement, les 8000 voix. On a, il me semble, 9000.
Alors, aux européennes, on a fait plus de 9000 voix, oui. Ouais, exactement. Donc en fait, c'est Voilà. vraiment une question d'aller se mobiliser. Et ce que je trouve aussi assez fascinant, c'est le fait que le maire ne fasse jamais de campagne d'inscription sur les listes électorales. On voit qu'il est dans une ville où en fait, il y a énormément d'abstention, les personnes vont Ouais. rarement voter. Et du coup, ce serait son rôle en tant que maire de justement faire en sorte que les gens se politisent, d'aller les voir. sûr. Et c'est pas du tout ce qu'il fait. Et Mais c'est non, à parce nous que de ça faire l'arrange ce pas. travail. Bah, Ça bien l'arrange sûr. pas, parce que plus les gens vont voter, plus ils vont voter France Insoumise. Non, c'est un peu... Non, mais c'est vrai. Forcément. que les ouais. gens- C'est vrai. Les gens qui votent pas, ils ont plus Les de chances gens de qui vont France voter, Insoumise. les primo-votants, ceux qui arrivent, etc., mais ils sont plutôt sensibles à notre message. Je suis désolé, on le voit en porte-à-porte. Les gens qui vont voter, ils vont voter parce que c'est la France Insoumise, parce qu'ils savent à qui ils ont affaire, parce qu'ils ont affaire à des gens sérieux, et puis qui sont clairs sur ce qui est leur projet. C'est ça la différence. Et donc, voilà, effectivement, ça c'est important de le souligner. Et bon, voilà, la participation, ça sera la clé de cette élection. C'est pour ça qu'il faut vraiment tous se mobiliser et qu'on aille voter le 15 mars, donc ce dimanche, et le 22 mars, le dimanche prochain. Ouais, voilà, faut en parler à ses voisins, faut en parler à ses collègues, faut en parler à ses amis, faut envoyer des messages. T'as voté ce dimanche? Non. Tu veux mourir ou quoi? Tout simplement. Non, mais c'est un peu, il y a un adage qu'on utilise beaucoup, c'est que si tu t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Et c'est très réel en soi. Si on s'intéresse pas à la Surtout politique, en ce moment. bah oui, d'autres Ouais. vont voter pour nous et d'autres vont prendre ce genre de décision. Et quand on voit ce que beaucoup de gens votent, et notamment les scores que fait le RN en ce moment, on se dit que ce serait pas mal d'aller se mobiliser contre Ouais. ça. Ouais, ben, en parlant de ça, notamment, si on peut parler de la liste qui a fait le deuxième plus de nombre de voix, bon, c'était pas clair là ce que je dis, mais bref, la liste qui a fait le plus de voix après celle du maire lors des élections de 2020, on a la liste de droite qui a été menée par Camille Bedin. Qu'est-ce qu'on peut dire là, de cette liste de droite qui est pas reconduite, mais qui quelque part se rematérialise avec une candidate qui s'appelle Hélène Matouk? Eh bien, Hélène Matouk, donc en fait, il y a une seule liste de droite. Donc c'est quand même un fait notable pour le coup à Nanterre. Sur les 10 listes, parce qu'il y a 10 listes, il y a une liste et c'est une seule liste de droite. Donc évidemment, vous entendez toujours la petite musique. Oui, il faut faire attention. Ne dispersez pas vos voix. J'ai vu ça, on l'a vu tous diffuser là. Ne dispersez pas vos voix et votez pour la seule liste qui serait capable, soi-disant, de battre la liste de droite. Moi, si je peux me permettre, il n'y a jamais eu une liste de droite qui a gagné à Nanterre depuis 1935. quoi. Voilà. Donc déjà, première chose. Ensuite, Hélène Matouk, elle est nouvelle arrivante, finalement, dans ce jeu politique, on va dire, entre guillemets. Elle a pris la succession, finalement, de Camille Bedin. La droite et le centre à Nanterre, certes, ça reste, il reste un socle d'électeurs pour la droite et le centre, mais il faut bien se dire aussi qu'au soir du premier tour, elle n'a aucune réserve de voix. Donc voilà, moi je ne préjuge pas de son résultat, je ne sais pas quel va être son résultat dimanche soir, mais ce qui est sûr, c'est que quel que soit son résultat, elle n'a aucune réserve de voix. Donc le deuxième tour, voilà, on sait exactement, on sera fixé par rapport à elle. Et juste une petite précision, effectivement, parce que toi, tu avais abordé ce sujet. Exactement. Allez Tu nous vous as abonner. valu Voilà. beaucoup de commentaires. Allez vous abonner sur les réseaux sociaux. on prend Exactement. Et donc, tu avais abordé ce sujet. Effectivement, il n'y a pas de liste d'extrême droite à Nanterre. Alors, Sauf Oh, que, cher. voilà. Sauf que, Et vas-y, Ariane, sauf que... alors nous en vrai avec Mia, on a travaillé, on va dire, sur le sujet pendant cette campagne. Et avec l'équipe de la France Insoumise, on s'est aperçu avec un article de presse, on découvre que le directeur de campagne de Hélène Matouk, directeur de campagne et mandataire financier, c'est-à-dire c'est pas rien, c'est le cerveau de la C'est campagne du lourd. finalement. C'est le cerveau et le portefeuille de la campagne. Exactement. Il s'appelle Armand Alexenian. Bon, pour l'instant, ça dit rien, mais si je vous dis ce qu'il a cofondé comme journal, on parle du journal Frontières, donc cofondé avec Éric Tegner. Frontières, c'est un magnifique journal où on peut avoir des invités de top qualité comme Jordan Florentin, qu'on a rencontré le 18 septembre d'ailleurs. Hey, Jordan Florentin, t'es toujours un facho. Bref, et après, il y a aussi Jean Messia qui va sur cette chaîne et qui dit aujourd'hui en France, si on est raciste, c'est parce qu'on ne veut pas que son pays devienne africain. Nous en sommes arrivés à un point où être raciste, c'est juste refuser que son pays devienne africain. Enfin, on a ce genre de beau spécimen. Armand Alexenian, c'est quelqu'un Ouais. qui est un adepte des médias en ligne, voilà, qui crée plein de médias en ligne pour faire passer des idées nauséabondes en se faisant passer pour quelqu'un de droite alors que pas du tout, et qui va se faire interviewer par des proches de la famille Le Pen. Donc, Ouais. finalement aussi,
la liste de Hélène Matouk, c'est pas que une liste de centre droit comme elle met sous son affiche, votre candidate du centre et de la droite. Il y a il y a un sous-marin d'extrême Il y a un droite. sous-marin d'extrême droite. D'accord. C'est votre candidate du centre et de la droite et je m'arrête jamais quoi. Et tout au fond, jusqu'à l'extrême comme on dit. Ouais. C'est leur technique, de toute façon. Et la technique de l'extrême droite, c'est aussi de s'immiscer comme ça dans certains partis et de participer aux De toute élections. façon, on voit qu'il y a, de manière générale, ça se regroupe de plus en plus. La politique de Macron a quand même permis beaucoup de choses qui sont de base dans le programme d'extrême droite. On voit notamment la préférence nationale pour les APL. Ouais. Donc ça se regroupe quand même beaucoup. Donc finalement, ça fait sens qu'on ait aussi cette candidature qui se dit de centre droit, mais qui finalement a des idées d'extrême droite. Et qui ne l'acceptent pas en plus, quand on leur dit. Enfin, je veux dire, moi, si je suis un candidat de droite, ce qui n'arrivera jamais, j'espère, mais si je suis un candidat de droite dite républicaine, moi, quand on m'insulte de facho, je suis désolé, moi, je jette tout le monde. Tous ceux qui sont de près ou de loin liés à cette histoire, je jette tout le monde. Mais c'est pas le cas. On a une candidate qui préfère jouer un jeu qui est de dire oui, de toute façon, avec LFI, si on n'est pas d'accord avec eux, on est des fachos. Enfin bref. En fait, elle ne répond pas sur le fond, c'est-à-dire sur le fond de la question, c'est-à-dire que ce monsieur est un monsieur proche de l'extrême droite qui s'occupe de sa campagne. Et voilà, elle répond pas du tout sur ce sujet. Supporte les idées d'extrême droite, qui n'est pas seulement proche. Il n'y a pas de contestation possible là-dessus. Bien sûr, et puis par ailleurs, on a pu voir aussi un peu ses idées, parce que nous, on a dénoncé ça à travers une vidéo qui s'est fait... on avait pris plein de commentaires de fachos. Raid par l'extrême droite. Ouais, c'était... ses meilleurs influenceurs. Oui, et puis c'est les meilleurs arguments aussi qui, finalement, portaient plus sur la tenue vestimentaire de la... Ma veste Ajax, voilà. Dites ce que vous voulez, je la garderai. Ceux qui n'est pas content. Il n'y avait pas beaucoup d'arguments sur le fond, mais ce qui est intéressant, c'est que quand cette vidéo a été postée et qu'on s'est pris un raid de commentaires de fachos, il y avait notamment des commentaires comme celui qui disait « Vive le RN !» et ce commentaire a été liké par Hélène Matouk. Exactement, oui. Mais c'est quand même questionnable quand dans une de nos vidéos on parle de sa campagne, de quelqu'un qui est proche de l'extrême droite, que le premier commentaire le plus liké commence par « Vive le RN !» ça peut pas être une erreur de liker ces commentaires finalement. Il y a d'une certaine manière des dog whistles comme on dit, il y a des appels du pied à un électorat d'extrême droite qui existe à Nanterre malheureusement et qui ne semble pas voter au municipal. Tout à fait. Et maintenant qu'on a fait un peu le tour de toutes ces listes municipales et de toutes les dingueries qu'on peut y voir, ce serait peut-être le temps de parler de notre programme, de notre liste à nous. Je ne sais pas si Nicolas, tu veux un peu parler de quelles sont nos mesures phares, notamment pour la ville. Voilà. Écoute, il y a plusieurs sujets. La priorité à Nanterre, je vais commencer par ça, et après on va développer sur d'autres sujets, mais la priorité, puisque nous on fait essentiellement dans notre activité militante, c'est du porte-à-porte. C'est ça qu'on fait à la France Insoumise. Je ne sais pas combien on a fait de porte-à-porte, il faudrait qu'on demande à Félix, qui est un peu notre coordinateur. Il l'a dit. Il a dit, ouais, cette semaine, là, quand on aura fini cette semaine, on aura fait 15 000 porte-à-porte. D'accord. Donc on aura toqué 15 000 portes, tu veux dire. Pas 15 000 porte-à-porte. Ouais. 15 000 portes. Beaucoup. Et on a essayé de toquer le maximum de portes à Nanterre, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de portes à toquer, parce qu'il y a énormément de quartiers qui sont peuplés. Hein. C'est une ville de presque 100 000 habitants, hein, donc voilà. Et une ville assez étendue quand même. Il y a beaucoup de quartiers, il y a 11 quartiers, enfin c'est énorme. Et donc la tâche, elle est énorme aussi au départ, mais le fait de faire des porte-à-porte aussi nous apporte aussi une vision très précise des conditions de vie des habitants, des habitantes. Et donc la priorité, effectivement, dans ces porte-à-porte, d'abord a été celle du logement. C'est-à-dire à la fois les conditions de vie dans le logement ou dans l'environnement, on va dire, parce que ça peut être aussi dans l'environnement proche, hein, parce qu'il n'y a pas que la question du logement, mais il y a aussi des questions annexes par rapport à ce qui se passe aux alentours. Il y a ça, il y a le fait d'avoir accès à un logement accessible, de pouvoir vivre dans des meilleures conditions, avec plus de pièces, parfois, quand on a plusieurs enfants qui vivent ou qui doivent dormir dans la même chambre, ça pose vraiment clairement des problèmes de base, hein, puisque quand les enfants grandissent, c'est très compliqué. De dignité surtout. Exactement, tout simplement. Et donc, cette question-là, elle est prégnante. Et donc, nous, on a dessus, on a à peu près 2 propositions quand même qui sont importantes sur ce sujet. La première, déjà, c'est qu'on va défendre le logement social à Nanterre. Parce que dans cette ville, depuis une vingtaine d'années, en fait, c'est l'inverse qui s'est passé.
Alors, je ne vais pas aller dans les détails, parce que ce serait trop compliqué, et on n'a pas le temps de développer non plus ce soir, comme ça, mais voilà, il y a besoin de rediriger les priorités vers le logement social, la défense du logement social, et le logement aussi étudiant d'ailleurs, parce que Nanterre est une ville étudiante, et que pour une ville étudiante, il faut du logement accessible, et c'est très compliqué maintenant pour un étudiant qui n'est pas nantérien, de venir, voilà, de trouver un logement étudiant près de la fac. C'est très très difficile. Le prix du logement a flambé en fait pour les étudiants par exemple, de 20% il me semble, c'est des chiffres de l'UNEF. Et donc voilà, donc cette priorité elle est là. Ensuite, il y a sur les conditions de vie, eh bien, les services municipaux existent. Il y a des services d'hygiène, des services techniques, des services juridiques qui peuvent assister les habitants. Le service d'hygiène qui a été fermé par la mairie. Un service d'hygiène qui est complètement dysfonctionnel en ce moment parce qu'il y a eu un tas de problèmes. Mais on reviendra sur le service public, d'ailleurs peut-être municipal tout à l'heure, mais je pense que c'est beaucoup plus général que ça. Et donc voilà, et donc il y a moyen aussi donc, d'avoir une cellule municipale, ça c'est la deuxième proposition, qui puisse intervenir lorsqu'elle est sollicitée par les habitants pour tout simplement créer le rapport de force avec le bailleur social, parce que c'est souvent les bailleurs sociaux privés, d'ailleurs, ou celui des Hauts-de-Seine d'ailleurs, qui n'est pas privé, mais bon. Mais dont on peut parler, je pense, un peu plus en détail, parce qu'on a eu affaire à eux. Voilà, on a eu affaire à eux, puisque la dernière fois qu'on les a rencontrés, ils nous ont dit on ne veut pas vous parler, et ils nous ont envoyés balader. Donc, ouais, ils ont été un peu fâchés pour donner un peu de alors moi je vous le dis, Super. quand on aura pris la mairie de Nanterre, là, ils ne pourront pas nous envoyer balader, et on va arriver en force. En face à face. Voilà. Français. Oui, exactement. T'es comme ça. Mais non, mais il ne faut pas non plus... voilà, et la façon dont ça s'est passé, franchement, c'était scandaleux. Oui, on s'est fait vraiment jeter, alors que ça fait des mois qu'on essaie de mobiliser, qu'on parle de cette question, on a accompagné les habitants voir le bailleur social. C'est vraiment un travail de longue haleine. Et donc ça, cette question-là du logement, moi je la lie beaucoup aussi à la question de la démocratie, qui est pour moi le deuxième versant vraiment important, auquel je tiens beaucoup dans notre programme. Parce qu'en fait, les deux sont liés, c'est-à-dire que les habitants ne sont pas écoutés quand ils contactent les élus. Ils n'étaient pas du tout entendus, il n'y a pas de retour. Les projets de rénovation urbaine qui ont été faits ou de réhabilitation n'ont pas donné lieu à des concertations dignes de ce nom, avec des conseils de quartier quand même, où on était en fait déjà dans un projet déjà ficelé. On montre un PowerPoint et à la fin, il faut dire si la couleur, on préfère que ce soit bleu ou jaune. Moi, j'exagère un petit peu, mais c'est pratiquement ça. Et donc, il faut remettre vraiment de la démocratie locale et renouer le dialogue avec les habitants et les habitantes quand ils sont concernés par des projets de rénovation urbaine. Parce que ça, c'est le cœur du sujet aussi. C'est qu'il y a beaucoup de rénovations qui sont faites sans les habitants et parfois contre les habitants. Et ça, c'est insupportable. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours la main de le faire, parce qu'en fait, effectivement, parfois, c'est des intervenants extérieurs qui ont la main sur le territoire de Nanterre. C'est une autre problématique. Le problème, c'est tellement compliqué, je ne vais pas encore développer, mais vous savez qu'il y a la métropole du Grand Paris, donc c'est une chose. Il y a Paris La Défense. Feuille territoriale. Donc on est vraiment cerné par les promoteurs immobiliers, si vous voulez. Est-ce qu'on peut juste expliquer rapidement pour les gens ce que c'est que ces différentes instances? Donc il y a l'intercommunalité déjà. Ça, c'est ton sujet préféré. Oui, c'est Paris-Ouest La Défense. Voilà, dites-nous en plus sur l'intercommunalité. Paris-Ouest La Défense. Alors, en fait, la métropole du Grand Paris, elle est subdivisée en intercommunalités. Des territoires d'environ 500 000 habitants en moyenne. Et donc, pour Nanterre, c'est Paris-Ouest La Défense. Et donc, c'est une ville comme Nanterre, une ville populaire, et 10 villes de droite. Pour résumer, donc il y a le rapport de force n'est pas bon. Ouais, le rapport de force, c'est un peu compliqué et surtout il y a de plus en plus de prérogatives, de choses qui remontent en fait au territoire, donc ce qu'on appelle le territoire, donc Paris-Ouest La Défense, et qui font que la ville a de moins en moins la main sur sa politique, sur ses activités locales. Il y a une petite question dans le chat, je pense qu'elle est par rapport à ça, auquel on pourra répondre aussi. Je pense que tu pourras répondre. Il y a John qui nous demande comment allez-vous appliquer la démocratie locale plus concrètement. Déjà, alors, on a plusieurs mesures. On a des outils pour ça. Voilà. En fait, il y a des outils pour la démocratie locale. D'abord, la première chose, c'est une mesure, on va dire, quasiment emblématique finalement de la France insoumise, qu'on appelle le RIC,
le référendum d'initiative citoyenne, qui permet et qui permettra, parce que c'est ce qu'on va mettre en place, et ça en plus on peut le mettre en place très rapidement parce que ça coûte quasiment rien, de proposer en fait aux habitants, qui permettra aux habitants de proposer d'abord sous forme de pétition, et ensuite, si la pétition réunit suffisamment de pétitionnaires, une question d'ordre municipal, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire de propositions qui n'ont rien à voir avec les prérogatives de la mairie, mais de proposer en fait au référendum une proposition et donc en fait de demander effectivement au conseil municipal de se tenir au résultat de ce référendum, évidemment. Et donc tout ça évidemment organisé de manière claire, non pas comme le fait la mairie de Nanterre, parce que là ils ont un truc qui s'appelle le budget participatif. Vous avez vu comment ça se passe, le bourrage d'urnes, les gens qui viennent on ne sait pas trop où ils viennent, ils sont nantériens, pas nantériens, tout le monde peut voter, enfin tout ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de suivi. C'est pas fait avec les habitants. Et les résultats sont, on va dire, un peu suspects. Tu peux voter 15 fois. Les résultats sont un petit peu suspects. Donc là, le budget participatif, c'est sympa. Mais est-ce que tu peux... en tout cas, voilà, organiser le référendum d'initiative citoyenne, c'est une chose. Après, c'est une mesure importante, mais pas essentielle dans la vie démocratique. Mais est-ce que tu peux rappeler d'où ça vient, cette idée de référendum d'initiative citoyenne ? Alors, ça vient, on l'avait proposé, nous, déjà pour la 6ème République, puisque ça fait partie des propositions de la France Insoumise. Il y a débat sur l'origine. Il y a la 6ème République, mais il y a les Gilets jaunes aussi. Voilà. Alors, moi, non, mais les Gilets jaunes aussi, évidemment. Bah, évidemment. Que tu as été, hein. Moi, j'ai fait les Gilets jaunes. Vous avez un ancien gilet jaune. Très bien. On peut voir sur la photo de profil Facebook, d'ailleurs. J'ai respiré beaucoup de gaz lacrymo et j'ai du mal maintenant. Un vrai militant de gauche, c'est ça. devenu mien. Voilà, exactement. Ah, mais tu sais que j'avais la peur au ventre à un moment donné, parce que moi, j'ai un œil qui ne voit pas. Et donc, je me disais, avec le LBD, vous savez, le LBD, il y a eu des yeux crevés quand même. Ouais. Mais il faut remettre un peu les choses à leur place, quoi. Macron, il n'est pas d'extrême droite, officiellement. Mais voilà, il y a eu des yeux crevés, des mains arrachées. Enfin, moi, j'oublie pas ça. Et donc, je peux vous dire qu'à un moment donné, quand j'allais en manif, dès que je voyais des LBD, etc., je m'éloignais. Hein. Mais ça fait une parfaite... Parce que ça me faisait... j'avais un peu la peur au ventre quand je voyais ça. Tu m'étonnes. Mais ça nous fait une parfaite transition pour parler justement du prochain sujet. Donc, on va appeler Gabriella à venir nous rejoindre sur le plateau. Gabriella, qui est une de nos militantes, qui milite activement avec nous. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir Gabriella. Comment tu vas ? Vas-y, comment tu vas ? Il est là, ton micro, t'inquiète. Te soucie pas du retour, t'inquiète pas. Ça va, belle bonjour tout le monde. Ça, c'est dédicace à la famille de là-bas. Voilà. Martinique, dédicace. RPZ Martinique. Voilà, j'aime bien. Bon, du coup, on va parler de discrimination sexiste et raciale. Déjà, est-ce que tu peux te présenter aux gens qui tu es, où est-ce que tu milites, comment tu as commencé à militer, comment tu nous as connus? Oui, posez-moi les questions en fait. Vas-y, présente-toi, d'où vient ton engagement? Du coup, je m'appelle Gabriella, j'habite à Nanterre depuis 5 ans. Je suis arrivée à Nanterre pour mes études. Bien proche du micro, Gabriella. Je suis arrivée à Nanterre pour mes études. Voilà. Et en fait, Nanterre, je vais pas mentir, au début, c'était pas mon premier choix. Ah. Voilà. Attention à ce que tu dis. Oh là là. C'était pas mon premier choix. Mais finalement, quand je suis arrivée ici, je suis désolée, mais je suis tombée amoureuse de la ville. J'aime trop Nanterre. Genre, tu peux dire. Vraiment. C'est pas pour flatter quoi que ce soit là, parce que je suis sur un plateau de Nanterrien et tout, excusez-moi. Mais vraiment, j'aime beaucoup la ville. Et j'ai aimé encore plus la ville en militant avec vous. Oh là là. Merci. Ça, c'est des vraies déclarations comme on les aime. J'ai vraiment aimé. Que du love sur le live. En fait, Max de cœur sur le chat, Max de cœur. Ouais, mettez des cœurs s'il vous plaît, mettez des cœurs. Comme je connaissais pas la ville avant, et c'est vous qui m'avez fait découvrir comment elle était avant, et ça me donne envie de faire mieux pour Nanterre, la rendre comme elle était avant, avec toutes les activités, pouvoir, ça n'a pas de rapport avec mon sujet, mais impliquer la jeunesse, etc. Et voilà. Donc, aussi j'ai oublié de dire que à la base je militais pour la voie commune. Enfin, je milite toujours pour la voie commune, vu que c'est mon parti de cœur.
Walid, Margot, tout ça, bisous. Dédicace, c'est le moment. Dédicace, voilà. Et on est rentré en contact avec Nicolas parce que moi je voulais militer activement puisque j'aime beaucoup ça en fait. J'aime beaucoup militer. J'avais déjà milité. Ça se voit hein, que t'aimes beaucoup militer. Je peux te le dire. Tellement déter sur toutes les actions. T'es toujours là. J'aime trop parler aux gens. Voilà, c'est ma passion. Donc j'aime beaucoup parler aux gens, savoir ce qu'ils font, etc. J'ai développé vraiment un attachement pour les gens du marché. D'ailleurs, les gens du marché de Pablo Picasso, si vous êtes là, je vous aime. Grosse big up. dédicace. Le vrai peuple. C'est pas le marché du centre. Ah là, le marché du centre. Pas. Voilà. Enfin bref. Donc voilà. Ok. Bon ben. Mais voilà, du coup, tu voulais nous en dire plus sur discrimination raciale et sexiste. Voilà, du coup, on va commencer par des chiffres nationaux. Déjà, il faut savoir que 1,2 million, enfin 1,2 million de personnes sont victimes, se prétendent victimes d'atteintes à caractère raciste. Et seulement 97%, oula, pas du tout. En fait, 97% des gens ne portent pas plainte. Donc, il y a des atteintes racistes qui sont relevées dans le pays et les gens ne portent pas plainte. Donc, c'est vraiment un sujet central, contrairement à ce que certains peuvent dire, comme quoi ça n'existe pas finalement, que c'est juste une invention. Et pourtant, en début 2025, on a quand même vu une augmentation de 75% des actes anti-musulmans. Et le rapport concernant là plus précisément les discriminations sexistes, le rapport au Conseil de l'égalité homme-femme, il a notamment relevé une aggravation des manifestations sexistes et des discours sexistes ou masculinistes dans les médias et dans le champ politique. Donc c'est vraiment un sujet majeur qu'il faut ramener au local. Et voilà. Et du coup, au local, est-ce qu'il y aurait des mesures, par exemple, donc nous on peut parler pour les gens, pour leur dire comment nous on va activement, parce que c'est ça aussi le but, hein, que la France Insoumise elle se présente aux élections municipales, c'est de pouvoir dès maintenant montrer comment le programme on peut l'appliquer au niveau local et encourager les gens justement à voir ce que ça va donner pour les présidentielles, parce qu'il y a aussi cet enjeu-là qui arrive. Et voilà, moi ma question c'est est-ce que tu peux nous donner, je sais pas moi, une mesure qui montrerait comment au niveau local on peut activement lutter, soutenir les gens qui sont victimes de toute forme de discrimination. Ok, alors Ryan, je t'aime beaucoup, mais je vais déjà commencer par définir le terme discrimination. Parce qu'elle est en droit, voilà, c'est pour ça. Je suis en droit, donc il faut utiliser mes ressources en exactement. Donc déjà, on va commencer par la discrimination directe, parce qu'il y a deux formes de discrimination. Donc la discrimination directe, ça repose sur une différence de traitement entre des personnes placées dans une même situation, donc, et qui est fondée directement sur un critère interdit. Donc un critère interdit, on a le sexe, l'origine, la religion ou l'orientation sexuelle. Et de notre côté, on a les discriminations indirectes, dont on ne parle pas beaucoup, parce que quand on pense à la discrimination, bien évidemment, on pense souvent aux discriminations directes, alors qu'il existe des indirectes, comme par exemple, en fait, la discrimination indirecte, c'est une règle ou une pratique qui est en apparence neutre, qui va désavantager quelqu'un en fonction des critères que j'ai précédemment évoqués. Donc, par exemple, par rapport à sa religion, par rapport à son sexe. Un exemple, imaginons dans les cantines, il n'y a pas de plat végétarien. Ben, ça désavantage des populations qui ne peuvent pas manger... Manger le porc. Voilà, manger le porc. Faut le lire. Voilà, exactement. Ou qui ne peuvent pas manger halal tout simplement, ou kasher. Voilà. Du reste, ouais. Voilà. Donc en fait, tout ça, ça a été défini par la loi, donc la loi de 2008. Pour être précis, comme ça on ne vient pas m'attaquer en mode tu dis pas les lois et tout. Nous, tout est chiffré, tout est noté. Prof dans le chat en mode la loi s'il te plaît. Ah, y'a ton prof sur le chat? Dédicace à lui si jamais il est là. Le prof de Gabriela, c'est sur le chat. J'espère que t'es pas en train de sécher un cours en ce moment. Non, pas du tout. Ok, niveau local voilà. Du coup, au niveau local, on peut parler de la création de l'Observatoire communal des discriminations et aussi un lieu d'écoute pour les personnes qui sont touchées par ces discriminations. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de recueillir des données locales sur ces discriminations, parce que là, on n'a que des données nationales, comme j'ai commencé par ça, voilà. Donc accompagner juridiquement les victimes. On peut aussi, surtout travailler en lien avec la Maison des femmes, surtout pour les violences faites aux femmes, et essayer, donner des moyens effectifs à la Maison des femmes pour prévenir des récidives et protéger les victimes. Donc c'est une manière aussi de rendre effectif le droit commun qui existe et de le transmettre au niveau local. Donc ça, c'est ma première mesure. Mais chef, tu veux une autre peut-être? Mais bien sûr. Mais balance. Abreuve-moi de mesures. Du coup, aussi la formation des agents municipaux
à ces questions, mais une formation vraiment renforcée. On veut vraiment que les agents municipaux ils soient sensibilisés à ça dès qu'ils en subissent ou qu'ils voient une discrimination, qu'ils soient à même de tout de suite la reporter et justement de se tourner vers cet observatoire pour en faire part. Et on aimerait aussi avoir un dialogue, notamment avec les organisations syndicales, pour faire ces formations. Comme ça, un large champ de professions pourrait être touché justement par ces formations. En troisième mesure, j'aimerais parler de l'enseignement à la mémoire coloniale et à l'histoire de l'immigration. Excusez-moi. On me fait des remontrances, désolé. Ouais, tu parles bien devant le micro, s'il te plaît, parce que les gens ils entendent pas bien. Nous on t'entend, on adore, mais il faut que les gens ils t'entendent aussi. Faut vraiment J'ai pas. pas l'habitude. Faut susurrer à l'oreille du micro comme ça. Non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà. Donc, après, une mesure qui me tient vraiment particulièrement à cœur, c'est développer l'enseignement de la mémoire coloniale et l'histoire de l'immigration. Bon, je suis martiniquaise, forcément, coloniale, France Panon, RPZ France Panon. Mais à Nanterre, grande histoire d'immigration à Nanterre. Grande histoire d'immigration, grande histoire de coloniale à Nanterre. De l'île des coloniales. Celui qui clip ça, je le tue. C'est bon, on a dit assez vite, je pense. T'inquiète, vas-y. Du coup, toute cette histoire, c'est la développer via les associations, l'observatoire, et notamment développer une forme d'éducation populaire à ces questions, parce qu'on est carencé. Il n'y a quasiment pas de choses qui existent à Nanterre pour ce genre de choses, et c'est vraiment déplorable. Et pour cela, l'éducation, ça passe aussi par la multiplication de panneaux avec des informations historiques sur les principaux lieux et rues de Nanterre qui ont une histoire comme celle-ci. Et voilà, et l'organisation d'événements sur le temps périscolaire, puisque la commune, elle a que ce champ de compétences. Donc voilà. Développer des événements où les enfants puissent participer, apprendre un peu de la mémoire coloniale, parce que c'est vraiment une partie importante de notre histoire commune. Voilà. Pour continuer à en parler, on va dire que la France Insoumise, au niveau communal, on est vraiment le seul parti de gauche, ce qui est quand même hallucinant pour une ville où la soi-disant de gauche a dû gérer la ville pendant des années et des années. On est un des seuls partis de gauche à proposer dans le programme des moyens concrets pour, au niveau local, lutter contre toute forme de discrimination, que ce soit de genre, que ce soit LGBTQIA+, que ce soit des discriminations racistes, religieuses également. Et ça n'existe pas dans les autres programmes, tu vois. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles on s'est lancé. Mais peut-être, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais aussi sur les premiers chiffres que tu as donnés, en fait, ça montre aussi qu'il y a très peu de plaintes qui sont déposées et que, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas pris au sérieux par le reste des personnes, que c'est très très dur d'avoir réparation et de chercher à faire ce processus une fois qu'on a été victime de ces atteintes à caractère raciste. Et du coup, le fait d'avoir cet observatoire, ça permettrait aussi d'avoir vraiment un accompagnement et de dire à ces gens-là, en fait, vous n'êtes pas tout seul dans ces démarches, vous n'êtes pas tout seul quand ça vous arrive et surtout, ce n'est pas normal, ce n'est pas légal et donc il doit y avoir des conséquences à ça. En fait, c'est un cercle, c'est-à-dire qu'on éduque les gens à ce genre de discrimination, donc ils sont au courant que ça peut exister. Après, quand par exemple, malheureusement, il y aura des discriminations qui vont intervenir, ils seront au courant qu'ils ont le droit de protester, en fait, de s'insurger et de contester la discrimination au niveau pénal. Et c'est là que l'observatoire il intervient, c'est là que l'éducation populaire elle intervient. Et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est un cycle. C'est un cercle vertueux que la France Insoumise veut instaurer, notamment vis-à-vis des discriminations pour les amoindrir. Donc voilà. Parce qu'on voit qu'il y a un accès au droit qui est assez difficile, notamment chez certaines classes de population, où en fait c'est une éducation qui est très spécifique, un langage qui est très élitiste, qui est très particulier, et en fait c'est d'autant plus dur après d'essayer de faire quelque chose par rapport à ça, et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir un accompagnement et de vraiment expliquer qu'on peut faire quelque chose contre ces choses-là. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a Wissem dans le chat là, qui dit les mairies doivent se porter partie civile aussi pour les actes de VSS, racisme, LGBTQI-phobe. On est tout à fait d'accord. Et il n'y a que nous qui le faisons, en fait, qui allons le faire si on est élu. Donc n'hésitez pas à voter pour la France Insoumise à Nanterre. Bulletin numéro 9. Il faut un petit peu marcher, mais ça vaut le coup de mettre le bulletin. Voilà. Tout à fait. Et j'ai une petite dédicace à Wissem, notre bébou juriste. Merci beaucoup Big d'être là sur le... Wissem. Oui. Force à la Seine-sur-Mer. Vous allez gagner. Oui, allez voter aussi à la Seine-sur-Mer. Mais j'allais ajouter quelque chose, effectivement. Je pense que c'est important d'avoir cette mesure-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui souvent disent c'est pas grave, c'est comme ça, ils se résigner. Oui, il y a une résignation. Il y a une forme de résignation, genre j'ai l'habitude, voilà. etc.
Et donc là, ça change la donne parce que ça les incite. Voilà, ça donne le moment où on dit, voilà, c'est pas normal, il faut réagir et on va vous aider. Exactement, je suis complètement d'accord. Faut pas se dire que c'est normal. Faut pas accepter qu'on subit une discrimination, qu'il faut l'intégrer, qu'on peut que subir des discriminations. Non, ce n'est pas légal et ce n'est pas moral de subir une discrimination. Ce n'est pas normal d'en subir une. Donc quand vous êtes victime, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un. Déjà, ça fait du bien. Et même vous rapprocher des autorités compétentes. Surtout que je pense que c'est très important dans le climat politique actuel. On voit de plus en plus de gens qui commencent à parler des bienfaits de la colonisation, qui commencent à dire qu'il n'y a pas de crime contre l'humanité. Donc je pense que c'est d'autant plus important maintenant de parler de ces sujets-là, de dire que en fait, cet esprit qu'on avait colonial et tout ce qu'on a fait, tous les crimes qu'on a commis, en fait, ils sont encore visibles dans la société à travers justement ce comportement envers certaines personnes. Oui. Je sens que tu as envie de parler. En fait, ça me rappelle les doux mots de notre Premier ministre, c'est ça les doux mots de notre Premier ministre actuel, qui disait que... Non, c'est Édouard Philippe, je crois, qui disait que la colonisation... n'était pas un crime. Voilà, n'était pas un crime. Bref. Après, on n'est pas sur le niveau national, mais des déclarations comme ça en 2026, alors qu'on sait très bien les découlés de la colonisation sur les populations, notamment que ce soit antillaises, que ce soit ultramarines, ou bien même en Afrique, en Asie. Voilà, j'ai plus rien à dire. Ouais, et ce que tu disais, c'est on n'est pas au national, mais justement, on voit que le national, ça se détériore de plus en plus, oui. Parce qu'il y a ces questions sur la colonisation et sur les bienfaits de la colonisation, mais en plus de ça, tu as aussi des discours comme Retailleau qui nous dit le voile, enfin, genre en termes de violence raciste, islamophobe, on est quand même dans une ambiance qui le permet énormément, et c'est important que les communes soient des bastions contre ça, et que si le national ne peut pas protéger les citoyens, et ben c'est important que les communes, elles, soient capables de le faire, et surtout en aient la volonté. Je suis complètement d'accord. C'est le dernier bastion, la municipalité. Merci beaucoup Gabriella, on va accueillir le prochain invité. En attendant, on va régler, on a des petits soucis de micro visiblement. Oui, du coup, on peut accueillir Ruben. Ruben qui va nous parler d'éducation, bravo à lui, merci d'être là ce soir. Bienvenue Ruben. Merci de m'accueillir. Ça va très bien, c'est un grand plaisir d'être ici parmi vous. Voilà, n'hésite pas à parler bien proche du micro. J'espère que tout le monde m'entendra. Un peu de place pour mes fiches et c'est parti. Oh là là, il a fait des fiches, il est trop fort. Et oui, on est professionnels chez nous. Ouais, je vois ça. Et oui. On parlait d'éducation populaire là sur le sujet précédent. Oui. Mais pour faire de l'éducation populaire, encore faudrait-il que dans l'éducation, dans nos villes, on ait les moyens de le faire. Tout à fait. Donc tu vas nous parler d'éducation ? Oui. Ok, alors déjà pour commencer, qui es-tu ? Alors je me présente, Ruben Massimbo, étudiant actuellement à la Sorbonne Paris Nord et candidat sur la liste insoumise de Nanterre. Notre tête de liste ici présente, Nicolas Hugues. Voilà. Merci de m'avoir invité pour parler de ce sujet important. Étudiant en quoi ? T'as dit quoi déjà ? Étudiant en sciences politiques et sociologie. Ok, trop bien. Donc l'éducation à Nanterre, c'est un sujet d'une importance capitale comme pour toutes les communes. À Nanterre, nous comptons actuellement 21 crèches, 27 écoles maternelles, 23 écoles élémentaires. Donc ça nous fait quand même un nombre assez conséquent d'établissements scolaires et donc un enjeu qui est primordial dans notre commune. Est-ce que tu as une question particulière ou je peux déballer le sujet ? Déroule. Ok. Je sens que tu es prêt. J'ai essayé de me préparer du mieux que je pouvais, effectivement. Nanterre le mérite bien. Oui, voilà. Alors, bon, évidemment, comme la plupart des gens sans doute, notre programme, il est axé sur le social. Alors, nos premières mesures, évidemment, elles seront dans le but d'effectuer un renforcement de la qualité d'enseignement. Également, renforcer les capacités d'accueil pour tout type d'élèves, en situation de handicap ou non. Enfin, qu'importe le besoin, il faudra y répondre. Et enfin, renforcer très rapidement le personnel type ATSEM, AESH, faire des formations qui visent les différents professionnels, que ce soit enseignants, animateurs, tout ce qui va toucher de près ou de loin à l'éducation pour que l'accueil et l'année scolaire se passe le mieux possible. Donc, parce qu'il y a une véritable souffrance aujourd'hui. Il y a une véritable souffrance par les sous-effectifs. Bon,
Sur ce point-là, on n'est pas une exception, hein, c'est un phénomène national. Il y a une souffrance également, du coup, qui est tirée de ces sous-effectifs, des horaires à rallonge, des personnels qui s'occupent d'un trop grand nombre d'enfants, ce qui met aussi, du coup, les enfants en danger. Et donc, ça crée, encore une fois, un cercle qui n'est cette fois-ci pas vertueux, mais bien triste, où les enfants se retrouvent, les enfants et les parents se retrouvent livrés à eux-mêmes dans des conditions qui ne cessent de se délabrer. Et force est de constater que notre formation sur Nanterre propose des solutions toutes faites et très fonctionnelles que je pourrais vous proposer. Bien sûr, avec plaisir. Alors, on a plusieurs objectifs en fonction du type d'établissement, hein, que ce soit l'école, les crèches, l'école maternelle ou l'école primaire. On va commencer du coup par la petite enfance, hein. Donc, on va se focus donc, sur les crèches et les modes de garde. Notre objectif principal, ça va être de diversifier les modes d'accueil, donc pour tous les types d'enfants, en lien évidemment avec les institutions médicales nantériennes qui pourront nous aider, qui pourront évidemment, si les moyens sont donnés à ces institutions, nous aider à connaître le profil des enfants et à du coup pouvoir préparer leur arrivée dans les cadres scolaires. Parce que si je peux me permettre, Nicolas, tu pourras peut-être rebondir. On a rencontré beaucoup de familles monoparentales. Tout à fait. Monoparentales pendant cette campagne. Effectivement. Avec des souffrances. Tu parles notamment de trouver un moyen d'accueillir les enfants le matin. Oui, bien sûr. Nous, on est dans une ville qui est censée être de gauche. Nicolas, est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu avais rencontré notamment une maman qui, elle, avait trouvé un moyen avec d'autres mamans pour tourner pendant la semaine et s'occuper des enfants le matin. Est-ce que tu te souviens de ça? Oui, en fait, c'est toujours un peu compliqué, effectivement, les modes de garde, parce qu'en fait, il faut savoir aussi, on a la chance, effectivement, à Nanterre, d'avoir beaucoup de familles, et donc beaucoup d'enfants, mais c'est vrai que, par exemple, dans le secteur de la petite enfance, notamment, par exemple, au niveau des crèches, tout récemment, hein, c'était il y a peut-être 2-3 mois de ça, il manquait 90 postes. En termes de pour les crèches municipales, il manquait 90 postes, ce qui est énorme. Donc ça veut dire que le problème aussi de ça, c'est que les difficultés à faire venir et à pourvoir ces postes, eh bien forcément créent aussi des difficultés donc du coup pour les familles. Il y a effectivement, je me souviens effectivement d'une maman que j'avais rencontrée. Et pour laquelle elle avait en fait des crèches à temps partiel. C'est-à-dire qu'elle savait qu'elle avait disposition une crèche pendant quelques semaines, qu'après ça allait changer. Elle ne savait pas trop ce qui allait arriver ensuite. Enfin, ça n'avait aucun sens. Donc elle se trouvait vraiment en difficulté parce qu'elle ne pouvait pas vraiment se projeter dans l'avenir, notamment avec son enfant, à savoir à quel endroit il allait atterrir. Et puis en plus, ça crée d'instabilité, puisque quand même le principe de la crèche, c'est quand même un principe qui se fait sur quand même une certaine durée. Oui, et donc le fait de changer comme ça, de devoir changer, même pour l'enfant, je pense que c'est pas très très bien de devoir changer d'environnement comme ça. Et donc ça n'avait, j'étais vraiment atterré par, j'étais vraiment très surpris en fait par cette nouvelle. Je connaissais pas ce cas-là. Et donc elle était, effectivement, je crois que c'était une maman seule aussi en plus. Et donc ça, c'est un problème effectivement mais le problème il est aussi dans le fait que à partir du moment où on a des services en sous-effectif, eh bien voilà, ils peuvent pas remplir leur rôle de service public. Et donc ça, ce sera un problème un peu plus large dans la mairie de Nanterre, mais ça joue effectivement, ça va concerner le service de la petite enfance, ça va concerner le service de l'animation, ça va concerner tous les services périscolaires. En parlant de service de l'animation, Ruben, il me semble que c'est un peu aussi ton sujet. Peut-être que tu voulais dérouler la suite et après tu nous en reparleras. Alors, je voulais simplement toucher deux mots très rapides sur le sujet. C'est vrai, il faut aussi prendre en compte, tout ça c'est en lien avec des phénomènes qui ne sont pas assez souvent pris en compte. La charge mentale et le rapport du coup, le rapport que ça va créer sur un plan psychologique chez le parent qui, comme tout être humain, en fait, a des limites. Et pour vivre heureux, il faut que la société soit organisée correctement. Et notamment sur le point, que ce soit de l'accueil et de la stabilité dont on parle à l'échelle de la crèche, mais à toutes les échelles. Pour revenir sur le sujet du périscolaire, effectivement, à Nanterre, du coup,
au vu du nombre d'écoles, on se doute bien que le nombre d'élèves est aussi conséquent. Donc chaque vacances, après chaque journée d'école, on a un nombre important et sans cesse croissant d'élèves qui se dirigent vers nos structures d'accueil, d'animation, associative et ainsi de suite. Ici, on va se concentrer exclusivement sur le volet associatif. Donc clairement, ce qu'on va dire après l'école, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, bon, comme je vous l'ai dit, il y a les clubs et associations. On va quand même renforcer le soutien à ces clubs-là qui puissent effectivement prendre en charge les enfants qui malheureusement ne peuvent pas être pris en charge par le système actuel qui est limité et sur lequel la mairie a quand même un pouvoir limité par toutes sortes de contraintes budgétaires et autres. Donc ici, on a les clubs et associations qui font un travail complémentaire mais nécessaire. Et donc le soutien renforcé à ces structures-là est notre objectif. Dans un second temps, l'utilisation d'installations municipales du coup scolaire, mais bien évidemment en dehors du cadre scolaire, pour permettre un accueil et une augmentation des activités, parce qu'aujourd'hui on sait que malheureusement les enfants à Nanterre, on ne met pas du tout la faute sur les animateurs, hein. Évidemment ils ont des équipements et des moyens qui sont extrêmement limités, peu de cars, donc peu de déplacements, peu de sorties, peu de matériel, du matériel vieillissant et parfois dangereux, donc on a des enfants finalement qui vont se retrouver à faire les mêmes activités excusez-moi, tout au long de l'année. Donc c'est assez ennuyant pour les parents qui payent quand même pour un service qui malheureusement n'est pas à la hauteur de leurs attentes, mais également pour les enfants qui voient leur développement et leur socialisation freinés par ce manque criant de possibilités de sortie, d'activité. Si je peux me permettre, Ruben, tu parlais des cars et des sorties scolaires. Oui, oui. En fait, il faut bien voir aussi, et c'est pour ça qu'on en revient toujours à est-ce que Nanterre est une mairie avec une politique de gauche ? Évidemment, quand tu vois en fait, effectivement que le service des cars municipaux il a été privatisé, enfin il n'a pas été privatisé, il a été supprimé, et donc du coup on fait appel maintenant à une société privée pour organiser les sorties scolaires, et pas juste les sorties scolaires, aussi les sorties des seniors, c'est la même chose. Donc avec un peu de chance, les cars sont disponibles et tout va bien, mais en fait ils sont beaucoup moins disponibles, pas forcément toujours disponibles. On s'est retrouvé, rappelle-toi, quand on avait discuté avec des amis animateurs à toi, qui nous ont raconté qu'ils prenaient les transports publics avec quand même des enfants de très bas âge, pour aller jusqu'à Issy-les-Moulineaux ou à Gennevilliers depuis Nanterre, ce qui est quand même pas une mince affaire, et qui crée un peu de stress parce qu'il faut quand même faire attention à pas perdre un enfant en cours de route. Pour être clair. Et donc voilà, donc c'est un peu compliqué de faire ça dans ces conditions-là. Et donc le fait que dans cette mairie, il y a progressivement des services qui ont été en fait privatisés ou qui sont en délégation de services publics, eh bien explique aussi des difficultés qui peuvent être rencontrées dans la qualité de service justement au public. Qui ne sont pas des services. Donc là, ça ne se voit pas trop parce qu'en fait, ça les cars municipaux, les gens ne font pas forcément attention, ils ne font pas forcément le lien. Mais en fait, le fait qu'il y ait moins de sorties scolaires ou des sorties scolaires un peu plus limitées ou avec des horizons plus limités, ben, c'est directement lié à cette question-là, simplement. Ouais, vas-y. Non, mais ça finit de ton point. Et juste une dernière chose, pour ce qui est, par exemple, aussi donc, le fait de pouvoir les postes pour les crèches, ils font appel à des cabinets de recrutement. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans un esprit du service public pour recruter, on fait appel à des cabinets de recrutement privés. Donc il y a toute une logique qui anime en ce moment les personnes qui dirigent, en fait, qui sont à la tête de la mairie et des services municipaux, qui est une logique du service privé. Et pour rebondir là-dessus, on voit qu'il y a un désinvestissement de la mairie sur les questions de l'éducation. On a parlé des cas et le fait que ça a été extériorisé, mais il y avait aussi avant un endroit qui était les serres de Nanterre, qui était un lieu où les enfants pouvaient partir pour les sorties scolaires ou pour les sorties d'animation, qui a été privatisé et maintenant on ne peut plus y aller. On a aussi un désinvestissement sur le projet école et cinéma, où
qu'avant, la mairie, elle donnait un investissement sur ce projet-là, et donc du coup, les enfants pouvaient partir à des séances de cinéma pour des prix très faibles, autour de 1,30 €. Et cette année, ils ont décidé d'arrêter de subventionner ça, et du coup, les prix augmentent jusqu'à 3,30 €. Et pour des familles qui sont précaires, c'est un changement énorme. Et en fait, tu passes de pouvoir aller au cinéma, pouvoir faire en sorte que ton enfant aille au cinéma, à, en fait, c'est plus le cas. Et la mairie aurait des leviers pour pouvoir faire en sorte que les enfants aient une éducation digne à Nanterre, et c'est des leviers qu'elle n'utilise pas, et passe au contraire par de la privatisation, qui est, pour moi, l'étalage de la droite, en fait. Quand tu es de gauche, tu n'es pas censé faire ce genre de logique de privatisation, de cabinet de conseil, et tu es censé passer par le service public. Exactement. Je précise justement, bon, après là on va entendre des termes un peu politistes, mais effectivement c'est une dynamique, on va simplifier la chose, mais c'est une dynamique nationale, cette privatisation constante. Hein, donc aujourd'hui, c'est une politique qui a été mise en place, bon, on va dire concrètement, même allègrement par Emmanuel Macron, hein, même si ses prédécesseurs ont commencé à tracer la route. Lui, il l'a terminé, il l'a bétonné. Et aujourd'hui, on commence à sentir les répercussions assez fortes de tout ça. Et pour en revenir justement à ce problème de flotte, de cars scolaires et même de véhicules PMR, que ce soit pour les seniors ou pour les plus jeunes, il faut aussi préciser que la législation est très claire sur le nombre d'accompagnateurs, les conditions d'accompagnement. Enfin bref, il y a tout un cadre normatif sur ce sujet, et malheureusement ce cadre est bafoué depuis bien longtemps par la mairie de Nanterre, qui ne cesse d'accentuer le fossé. Il faut bien préciser qu'aujourd'hui, on a de la chance parce qu'aucun accident n'est arrivé. Mais quand vous avez une enseignante pour toute une classe de jeunes de 6-7 ans, parce qu'on parlait d'ici les Moulineaux, mais même pour des CP, par exemple, se rendre, je ne sais pas, de l'école Makeba ou le Curie, à pied jusqu'au cinéma, par exemple, des Lumières, ou toute autre activité, quelle qu'elle soit dans la commune, c'est très problématique. Les enfants sont épuisés, ça les met en danger. Et puis après, on retrouve des parents qui sont insatisfaits du service et qui vont se plaindre aux personnes qui vont trouver en face. Et ça va souvent être soit les enseignants ou soit les animateurs qui ont encore moins de... Qui n'y sont pour rien. Parce que en fait, ils font avec les moyens qu'on leur donne. Tout à fait. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup Ruben. Merci Ruben. De rien. Précise, nette, travaillée, j'ai beaucoup aimé. Et moi j'ai vu l'affiche, elle est bien cadrée. Est-ce que tu peux montrer l'affiche? Elle est très bien cadrée. C'était très bien cadré, c'était bien écrit. Le cahier est complet. Mais parce que Nanterre le vaut bien. Nanterre le vaut bien. On vous montre aussi que nous on est sérieux, on est des militants on sérieux. est studieux. On fait pas semblant parce que le maire, on sait que t'as pompé notre programme. Oui. La boîte à outils elle était accessible à tout le monde, on sait que t'as pompé notre programme. Et puis on parlera, mais peut-être entre nous, des candidats qui ont fait leur programme sur ChatGPT. Non, mais en tant qu'étudiant, nous sommes capables de repérer ce genre de tromperie. Et vous savez, en tant que candidat concurrent, ben, je suis très déçu parce que moi je fais beaucoup d'efforts pour être très sérieux. Merci beaucoup Ruben. La bonne journée. Vraiment on applaudit. Merci. Ben écoute, moi Ruben normalement il a dit un mot qui m'a sonné à l'oreille et qui fait la parfaite transition pour la suite. Il a dit le mot béton, il a dit Macron a bétonisé la suite. C'est vrai. Et ben écoutez, ça sera le parfait moment pour parler d'écologie, du programme sur l'écologie avec Perrine. Est-ce que tu peux Perrine. venir s'il te plaît? Bienvenue, merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que ça va? C'est un peu haut, non? Ouais, n'hésite pas à l'arranger comme tu veux, tu parles bien devant, comme ça on t'entend bien. Merci. Voilà. Quand tu parles vraiment, tu parles comme si tu étais devant. Comme si j'étais devant, mais je suis devant. C'est vrai, allez hop. C'est bon? Allez, il faut que t'ailles dormir, Ryan. Ouais. Perrine, comment vas-tu? Ça va, ça va, c'est la fin de la campagne. C'est la fin de la campagne, en plus toi t'as beaucoup donné. Je sais pas, j'ai donné comme tout le monde. Moi je trouve que t'as beaucoup donné, moi j'ai vu à chaque fois que t'étais là pour faire tous les matins de bonne heure. Hein. Si, voilà. Bien sûr. Perrine, écoute, tu m'as dit comment ça allait, est-ce que tu peux te présenter, quand est-ce que tu as commencé à militer, avec qui? Oh là. Non mais tranquille, on ne juge pas. Tu peux faire l'historique. On ne juge pas. Non mais ça non, bon. Donc je m'appelle Perrine Coulter, je suis, on va le dire tout de suite, élue sortante de la majorité actuelle. Et je ne repars donc pas avec le maire, avec Raphaël Adam et sa nouvelle équipe. Voilà, ça c'est pour me présenter moi. Ça c'est dit. Voilà, moi j'ai commencé à militer il y a très longtemps sans adhérer à aucun parti, sur des valeurs toujours de gauche, de solidarité et d'écologie. Ça m'a guidée depuis très longtemps maintenant.
Et j'ai vraiment adhéré, parce qu'il faut faire un peu d'historique, c'est ça? Bien sûr. J'ai vraiment adhéré pour la première fois à un parti politique en 2019, je crois, 2018-2019, où c'était un peu plus d'un an avant les élections. Quand j'ai rencontré, parce que c'est vraiment une rencontre qui m'a fait adhérer à un parti, c'est une personne, quand j'ai rencontré Damien Carême, qui venait nous présenter un documentaire sur sa ville de Grande-Synthe. On peut dire que Damien Carême, alors Damien Carême était un écologiste, mais il est toujours écologiste dans le cœur. Mais il est à la France Insoumise maintenant. Voilà. Mais, est-ce que tu peux attendre que j'arrive jusque-là? Voilà. Donc moi, je l'ai rencontré, il était encore chez les Verts. Il était maire de Grande-Synthe. Il était maire de Grande-Synthe, c'était son 2e mandat, et il avait fait des choses vraiment incroyables sur une ville qui était une ville. Il a fait des choses incroyables. Très difficile, une ville qui est pas facile, qui souffre d'un passé industriel je connais bien. Fini, qui souffre de sa proximité avec Calais et de gros problèmes des migrants qui sont chassés, qui sont poursuivis, voilà. C'est vraiment une ville qui est confronté à beaucoup de problèmes, qui a plusieurs sites Céveso les uns derrière les autres. Enfin, c'est pas un endroit facile, et il a réussi à faire des choses absolument incroyables. Donc j'ai vu ce documentaire qui allie à la fois la solidarité avec les habitants précaires, avec les migrants, avec tout le monde en fait, que tout le monde se mobilise pour tout le monde, et qui allie avec ça aussi l'écologie, le zéro déchet, la limitation des voitures, les transports gratuits, voilà. C'était vraiment une espèce de tout qu'il avait réussi à faire. Alors, comme il le disait lui-même, c'était pas parfait. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qu'on a beau faire. Oui, mais au moins, il a essayé. Il a essayé, il a fédéré. Enfin, c'était vraiment quelqu'un de... Voilà, enfin bref. Pour tout ça, pour dire que je me suis dit, si être adhérent écologiste, c'est ça, j'y vais. Alors, ils ne sont pas tous comme... Alors, j'ai bien pas tous, parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires. Nicolas le sait, au niveau national et tout ça, j'ai rencontré des gens extraordinaires chez les écolos, et je les garde comme des gens extraordinaires. Néanmoins, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au niveau local, c'est un peu différent. Mais bon, je pense que pour chaque parti, chaque mouvement, c'est la même chose. Il y a des personnalités, il y a des engagements qui ne sont pas toujours... c'est pas lisse et c'est pas égal, quoi. On peut avoir le même programme, le même parti, et puis avoir une vision, une façon de le faire, une façon... En termes de personnes, quoi. Voilà, il y a des nuances, quoi. On peut comprendre. Chez les Verts, il y a beaucoup de nuances. Et chez les Verts de Nanterre, il y a beaucoup de nuances. Je vais me faire appeler Arthur, c'est pas grave. Chez les Verts de Nanterre, il y a beaucoup de nuances qui sont, pour la plupart, je trouve, maintenant, très éloignées du vert, d'ailleurs. Ce sont des nuances de vert qui vont vers le bleu, on va dire. Mais c'est même pas une couleur, quoi. Qui vont vers l'absence de couleur, vers l'absence de couleur, vers le gris, vers le transparent, vers voilà. Ok. Ça c'est fait. Ça c'est dit. Ok. Ça c'est dit. Voilà. Donc moi, je connais Nicolas depuis longtemps, depuis plus longtemps que je suis dans la major. En fait, on s'est rencontrés sur les campagnes concurrentes à l'époque. Moi, sans doute. Ouais, on tractait chacun pour notre gauche. Et donc, je le connais depuis longtemps. On a fait beaucoup de luttes et d'actions ensemble avec Nicolas et les Insoumis de Nanterre. Tu l'as rappelé tout à l'heure sur l'élection de Sabrina, où maintenant, c'est soi-disant la députée que toute la gauche de Nanterre a portée. Mais Nicolas s'en souvient, et je m'en souviens parce que je tenais le local, je tenais les... Voilà, enfin bref, je me suis pas mal investie pour cette élection. Sans les Insoumis, on peut le dire, Sabrina n'aurait jamais été élue. Il y avait les écolos qui étaient là, mais on était 10 adhérents sur la ville à l'époque. Il y avait Génération, mais pareil, ils n'étaient pas nombreux. Et au niveau du PS, du PC, certains sont venus dès le départ. On ne peut pas dire que... Quelques-uns, oui. Voilà, quelques-uns étaient là présents dès le départ parce qu'ils comprenaient bien les enjeux. Du côté du maire, bon, à l'époque, c'était Patrick, ça a été beaucoup plus long. Déjà, ils ne voulaient pas d'elle au départ. D'abord, ils ne voulaient pas d'elle parce qu'ils avaient déjà... Ils voulaient placer quelqu'un de leur cru. De chez eux.
Ce qui peut se comprendre après. Ouais. Mais bon, une fois que ça avait été décidé au niveau national, c'était comme ça, quoi. Si on voulait avoir des sièges de gauche à l'Assemblée, il fallait absolument que chacun y mette, Du sien. même si elle venait d'ailleurs, même si on aurait préféré peut-être à Nanterre avoir quelqu'un de Nanterre, c'était comme ça. Et on l'a fait, on a joué le jeu, et la France Insoumise a vraiment joué le jeu plus que tout le monde. Depuis, a priori, certains ont oublié. On va dire ça, hein, c'est Gros là. souci d'amnésie. Ouais, c'est... Il y a des Alzheimer précoces, un petit peu, beaucoup en politique, j'ai remarqué, ça vient très très tôt. Ça vient très jeune. Voilà, donc... D'ailleurs, excuse-moi, il faut le dire quand même, c'est qu'on a proposé quand même aux écologistes de faire liste commune à Nanterre. Oui. Il faut le dire. Oui. On l'a proposé plusieurs fois d'ailleurs, à plusieurs reprises. Et la toute dernière réponse qui a été faite était, d'ailleurs de la part de la députée elle-même, hein, c'est « Ah oui, ça serait bien qu'on fasse une liste commune France Insoumise écologiste, mais c'est moi qui dois être tête de liste. » Bon. Elle n'habitait pas encore à Nanterre, hein, je le précise. Oui, Je vous le jure, c'est Elle elle veut- pas à Nanterre au moment où elle a dit ça, c'est une dingue. Je crois qu'elle venait de signer le bail de son studio, mais... Oui, qu'elle n'habite pas. Mais voilà. Mais donc c'était un petit peu, on trouvait quand même que c'était un petit peu beaucoup demandé. D'abord parce qu'on l'avait fait, comme tu le disais, on l'a fait élire quand même 2 fois, et notamment la première, c'était pas gagné. Et puis ensuite, les écologistes, je suis désolé, il faut regarder un petit peu quand même les écologistes. Les derniers résultats aux européennes leur donnent 5% à Nanterre. Donc 5%, 37%, il y a quand même. Non, il y a pas quand même un peu il faut être un peu raisonnable. 4%, on rappelle. 4% pour corriger. Ah, c'est 4%. 4%. Ah, d'accord. C'est plus bas que prévu. Alors que nous, on était à 47, juste pour... on était à 37, pardon. 37. Pour rappeler. Non, mais c'est important qu'on le précise ça, parce que dans les négociations, après, ça va dire que nous, on est un parti sectaire ou qu'on n'a pas voulu parler, etc. Sauf que dans les On a faits, proposé de faire liste commune. Alors, et surtout que, pour revenir 2 secondes sur ce scandale quand même, c'est qu'au moment où ça a été annoncé, ils ont annoncé publiquement que nous, on ne voulait pas être avec eux, qu'on n'avait jamais discuté, et ils n'ont pas dit à leurs militants qu'en fait, on était en discussion. Ça, tu peux en parler peut-être. Oui, a priori, alors, moi, j'ai très rapidement été... je pense que je ne suis pas la seule militante à ne pas avoir eu toutes les infos. C'est-à-dire qu'on part du principe que si on a élu à un moment ou à un autre un bureau, le bureau peut prendre des décisions et puis voilà, quoi, on n'a plus à être consulté. C'est un petit peu ça, la démocratie locale. Donc effectivement, je ne pense pas que les militants ont été consultés. Et puis, on a des nouveaux écolos à Nanterre depuis cette année. Des nouveaux adhérents, tu veux dire ? Des adhérents qui sont arrivés un peu en masse, qu'on retrouve maintenant sur la liste du maire sortant, et qui sont des gens que personne ne savait écolo à Nanterre, quoi, qui sont retrouvés là pour... C'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a la fameuse lutte des places, qui s'est préparée longtemps à l'avance dans tous les partis, hein, je pense, sauf ici. Et voilà, donc si je suis là ce soir, c'est que je suis sur la liste de Nicolas, parce que moi... On me demande pourquoi j'ai changé, entre guillemets, de groupe, de liste. Je me dis, moi, je n'ai pas changé du tout. C'est terrible, d'ailleurs, parce que c'est pareil qu'il faut changer, c'est mieux. Moi, je suis terriblement toujours pareil. C'est-à-dire que j'ai les mêmes convictions, que ce soit en écologie, que ce soit en solidarité, que ce soit en social. Ça ne bouge pas chez moi. Ça s'amplifie plutôt. Ça empire. Mais c'est bien en ce moment, c'est rare en ce moment les gens qui ont des convictions, tu vois, qui les défendent, surtout à Nanterre. Ouais. Et surtout qu'on voit que c'est le curseur qui s'est décalé, hein, ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, où en fait tu peux dire quelque chose de gauche il y a 40 ans, tu étais socialiste, et maintenant en fait on voit que quand tu exprimes quelque chose, on va te dire que tu es d'extrême gauche, alors que tu portes des valeurs en fait qui n'ont pas changé. Qui n'ont pas changé. Officiellement d'extrême gauche, grosse dédicace, 4 listes d'extrême gauche, on nous coûte dedans, incroyable. Voilà. Donc voilà pourquoi je suis là et pourquoi j'ai rejoint Nicolas, parce qu'on a parlé, il savait que je ne partirais pas. C'est avec plaisir qu'on t'a accueilli sur la et liste. Nicolas m'a proposé Moi, j'ai proposé mon aide au début. Je lui ai dit, voilà, si vous avez besoin d'aide, de militantisme et tout ça. Et puis Nicolas m'a ouvert grand la porte. Et je suis avec une équipe fantastique. J'en connaissais déjà pas mal, mais j'en ai découvert plein. Des jeunes. Ah là là là. Voilà. Cette équipe est vraiment très, très jeune. Et ça, c'est bien, parce que c'est des gens qui... Et je vous dis pas le nombre de jeunes qu'il y a dans la pièce. Hein. C'est des jeunes qui en veulent, qui y croient. Voilà. C'est pour leur faire peur, en fait.
ils vont voir que l'avenir, il est de gauche, qu'ils le veuillent ou non. Et en parlant d'avenir, d'ailleurs, l'avenir, elle se doit d'être aussi écologique. Tout à fait. Est-ce que du coup, tu peux nous parler de mesures programmatiques au niveau local que nous, on défend? Alors, dans ce que notre liste, enfin la liste de Nicolas défend, il y a des choses pour lesquelles je suis vraiment très, très engagée et que on dit faire mieux pour Nanterre, c'est vraiment ça. Faire mieux pour l'écologie à Nanterre, c'est urgent parce que on vient de passer 6 ans avec une municipalité qui s'autoproclamait écologiste ouais. avec un adjoint à la transition écologique de chez les Verts. Enfin, donc, on avait le package complet pour faire un vrai boulot d'écolo qui n'a pas été fait. Voilà, que je ne trouve pas complet et que je ne trouve pas suffisant. Et je pense qu'on peut faire mieux. Alors, on peut faire mieux. J'ai pris quelques notes, moins que Ruben. Mais... On est tous prêts ici, en fait. Moins que Ruben, mais... On peut diriger la mairie après. C'est pour ça. Mais comme on le disait tout à l'heure, l'école est un peu plus loin pour moi. Donc, je me souviens plus trop comment on prend des notes et tout ça. Voilà, alors un sujet, tu parlais tout à l'heure des problèmes des services et des agents. Un gros problème qui est quand même le premier que nous on voit, mais que les habitants ne savent peut-être pas, c'est la disparition pendant cette mandature de la direction de l'environnement à la mairie. Ça, c'est absolument incompréhensible. Les services eux-mêmes et les agents, les différentes branches... ne comprennent pas. C'est un truc qui s'est passé en plusieurs fois. Et puis ils se sont retrouvés où, en fait, ces services, du coup? Parce que alors, en fait, maintenant, il y a une supra direction. D'accord. Qui regroupe tout et on ne sait pas quoi. C'est la bureaucratisation de la politique. Voilà. Ou la politisation de la bureaucratie, c'est un peu les deux, ça va ensemble. Et donc, pour une ville qui se dit écologiste, avec des enjeux, parce qu'on sait quand même que la région parisienne, c'est la zone d'Europe qui va être le plus frappé par le réchauffement climatique, la région parisienne, ça va être là où il va être le plus difficile de vivre en Europe. C'est vrai. Donc, quand on est dans une ville aussi près de Paris, qui n'est pas une ville aussi couverte de forêts que peut l'être nos autres villes de pôle, par exemple, c'est un énorme sujet. C'est pas à ce moment-là qu'on détruit un service qui est essentiel et qui devrait au contraire être actif sur toutes les autres directions, en fait. C'est comme ça que la transition écologique se voit normalement. C'est que c'est pas un truc dans un coin, c'est un truc qui doit irradier partout, qui doit irradier tous les comportements et tout, que ce soit l'aménagement, l'urbanisme, les transports, en fait, tout ça. Tu as raison complètement, c'est qu'effectivement, il y a besoin d'un service pour planifier justement tout ça, parce qu'il y a énormément de choses à faire dans la ville à ce niveau-là. Et pour appliquer donc ce qu'on appelle nous la règle verte, c'est-à-dire ne pas détruire plus que ce qu'on peut reconstituer localement, il faut avoir un service qui a une vision vraiment transversale de tout ce qui peut se passer dans la ville. Et donc c'est vrai que moi je n'étais pas au courant, c'est toi qui m'as mis au courant de cette histoire, parce que je ne savais pas cette histoire. Et c'est un vrai problème, moi je le vois avec les services avec qui je travaille. Certains sont déboussolés. Et puis tout le travail qu'ils fournissent, et qu'ils fournissent depuis des années, on a des compétences, on a des agents extraordinaires. Moi, je leur dis à chaque fois, on a des agents et des services qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui ont des compétences incroyables, qui ont une envie aussi de participer et de faire la transition. Moi, je parle pour ma chapelle, qui ont envie de faire cette transition, et qui sont bridés, qui sont maltraités, qui sont pour certains même très maltraités. Et puis on supprime un service comme ça, donc les gens sont baladés, voilà. Ils ne savent pas trop de qui ils dépendent et comment ça avance. C'est pas possible. Dans une situation à une époque comme la nôtre, ça n'est pas possible. Surtout quand on continue, et là c'est ce que je reproche surtout à mes anciens colistiers, quand on continue à se prétendre une liste de gauche et écologiste. C'est un mot qui est devenu, c'est du greenwashing politique, quoi, je veux dire. D'ailleurs, tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, tu nous parlais d'une mesure que tu as tenté de mettre en avant et qui c'est à propos des arbres, de créer un statut. Ah oui, et moi, c'est quelque chose dont j'ai parlé pendant 6 ans. Alors, c'était pas ma délégation, mais c'est un sujet que moi, j'ai porté même avant d'être élue. Et chaque fois, je pouvais faire une réflexion à la mairie ou à l'élu d'avant, à la transition écologique. Qu'est-ce que j'ai pu l'embêter? Mais il répondait. Avant d'être élu, j'écrivais beaucoup. Mais il me répondait toujours très gentiment. C'est l'arbre. L'arbre, c'est un vrai sujet. À la fois, on communique sur comme quoi on a planté 5000 arbres.
Alors, il faut savoir que dans les comptes, on compte ce qu'ont planté l'arboretum, donc c'est pas nous, hein, Ouais. c'est du privé. On compte 3 bosquets, ça fait un arbre. Enfin bref, Oui, c'est facile d'arriver à. 5000, c'était un chiffre qu'on avait donné au départ, hop, on y est arrivé. Sachant qu'ils en ont supprimé énormément. Ils en ont entre-temps. supprimé énormément et il y a toujours des bonnes raisons. Alors, je sais que techniquement, il y a des raisons. Mhm. Hein, on ne peut pas sauver tous les arbres. Néanmoins, tous ces principes aussi de compensation qu'on voit avec les problèmes des travaux du Grand Paris, avec des promoteurs immobiliers ou même quelquefois la mairie, on détruit un arbre de 50 ans, c'est pas grave, allez, compensation 3. Sauf que 3 arbres neufs, ça fera jamais un arbre de 50 ans. Hein, on n'aura Jamais. pas le même rafraîchissement, on n'aura pas la même respiration et lutte contre la pollution, ça sera pas la même chose, quoi. Je suis désolée pour les jeunes, hein, mais 3 jeunes, Non, c'est vrai, ça c'est fait vrai. pas quelqu'un de 50 ans, ou même plus. Non, mais c'est vrai, c'est pas additionnel. Voilà. Parce que... Et tu parlais tout à l'heure du fait qu'il fallait englober différents types de politiques dans l'écologie. Et il y a un autre cas dont tu nous as parlé juste avant le live qui montre aussi un peu les demi-mesures de la mairie et le côté on se présente comme écolo, mais en fait pas vraiment. C'était sur l'histoire des potagers dans les écoles. Oui, parce que moi, c'est quelque chose que j'avais... Bon, j'ai eu des enfants à l'école à Nanterre, j'ai des petits-enfants à l'école à Nanterre maintenant. Et je trouvais que ça manquait. Alors, à part, j'ai des souvenirs et des rencontres avec certains centres de loisirs, par exemple à Anatole France, où on avait eu des rencontres extraordinaires, d'animateurs et d'enseignants qui étaient très, très mobilisés. Donc, qui faisaient beaucoup de choses, qui faisaient des potagers, qui faisaient du compost avec les enfants et tout ça. Mais, donc, je disais que c'était très important, moi, quand je suis arrivée en tant qu'élue, d'impliquer les enfants et tout ce qui tourne autour, hein, le périscolaire, le scolaire, même si ce n'est pas toujours facile avec l'éducation nationale, pour construire une génération qui ait des outils que nous, on n'a pas eu forcément, que nos parents d'avant ont eu, mais que nous, on n'a plus. Et on me dit, mais oui, mais c'est déjà fait, il y a des potagers dans toutes les écoles. Du coup, j'ai fait un petit tour. J'en ai parlé en conseil d'école, on me dit, oui, mais ils sont bien gentils, oui, on a des potagers dans un coin, là, on a 3 bacs, mais... les instituts, enfin les professeurs des écoles nous disent on n'a pas le temps de s'en occuper. Voilà, on a un programme comme ça de choses à faire. On peut pas, certains ont envie, d'autres pas du tout, parce qu'il faudra la fibre aussi. Et donc moi, je pense que c'est très important de le continuer, de le mettre en avant, de développer. Et pour ça, il n'y a pas de doute, il faut former des animateurs à ce sujet et il faut investir là-dessus, il faut investir dans l'enfant. Mais toutes les dans écoles, l'enfant et l'écologie. toutes les écoles sont pas au même niveau d'ailleurs sur ce sujet-là, en fait, parce qu'il Non, y a parce- des écoles pour lesquelles il y a vraiment quelque chose de développé, et d'autres où il y a quasiment rien en fait. Voilà. Alors après, c'est vrai que ça dépend beaucoup du directeur ou de la Oui, directrice d'école. c'est ça. Voilà. Ça dépend des enseignants. Mais si nous, on ne fait pas, et si on ne propose pas du tout près, Oui, si on facilite pas en fait Voilà. ce travail-là. quelque chose qu'ils n'ont plus qu'à utiliser et à proposer aux enfants, ils ne le feront pas parce qu'ils sont déjà surchargés, hein, les Oui. enseignants. Puis dans les budgets qui arrivent, on a des postes d'enseignants en moins. Il y a de moins en moins de moyens dans l'éducation. Et donc forcément, on ne peut pas leur demander en fait, de leur rajouter des charges de travail par-dessus. Non, tout à fait, c'est pas possible. Mais moi, je pars du principe qui est un principe de base hein, dans tous les domaines. Là, on parle d'écologie. C'est que gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas gouverner, entre guillemets, une ville sans prévoir ce que vont devenir les enfants dans 10 ans, dans 20 ans, parce que ça arrive très, très vite quand même, ce qui va nous tomber dessus. Donc si on ne les forme pas, si on ne leur ouvre pas les yeux, si on ne leur met pas plus de verre, plus de bonnes pratiques, et ben, on n'y arrivera pas. Quoi. Je veux dire, Il y a une petite question dans le chat qui revient, je sais pas si tu peux y répondre. je sais pas, je vois pas. T'inquiète, je te dis la question. C'est quoi ton avis sur le métro 15 ? Comment ça s'est fait, etc. Notamment d'ailleurs le chantier du métro 15 à Nanterre, place de la Boule, ils ont détruit des arbres centenaires. Alors, ils ont détruit des arbres, des arbres fantastiques quand même. Hein. On a beaucoup pleuré. On peut voir en plus, si vous allez sur Google Maps, c'est Ouais, non, la les voit. bétonisation de Nanterre. Alors, c'est toujours la même réponse des grands promoteurs et puis des grands bâtisseurs de routes, de métro, enfin tous ces bâtisseurs de gros ouvrages publics, c'est que on ne peut pas faire autrement. On est obligé de passer par là. Alors oui, il y a des impératifs, mais il faut savoir au bout d'un moment, c'est quoi l'impératif ? Est-ce que c'est l'humain ? Mais en l'occurrence, sur les arbres en question, il me semble qu'ils l'ont fait avant même d'avoir en fait de poser la question. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a eu de vagues discussions, mais pas très violentes. Il y a eu des coupes sans autorisation. Voilà. Hein.
Et à chaque fois, c'est pareil, que ce soit des promoteurs Donc, ou du BTP, ça coupe avant d'avoir vraiment discuté si on pouvait ou pas. Il n'y a pas eu d'autorisation, ils ont coupé. Hein. Et là, c'est là qu'il faudrait mettre en place, et je sais que d'autres villes l'ont fait, j'ai pas les noms là tout de suite, c'est de créer une charte, un statut de l'arbre, un statut juridique. Je ne sais pas si Gabriella pourrait nous en parler. Merci Gabriella. Elle fait oui. Ça existe. Parce que autrement, c'est que des belles paroles. C'est que des belles paroles. On dit oui, un arbre c'est bien, oui c'est important, et puis zoup, on va construire un immeuble, zoup, on va construire un... Voilà. Non, il faut vraiment qu'on prenne les choses en main et qu'on se dise, l'arbre, je parle de l'arbre, c'est tout ce qui va avec, mais l'arbre est définitivement le plus important. C'est vital. C'est vital. C'est vital pour notre respiration, c'est vital pour la chaleur, c'est vital pour tout. Pour la santé et pour la planète, n'en parlons pas. Mais là, je me concentre sur l'humain de Nanterre. C'est absolument vital. Ok. Écoute, merci beaucoup Perrine. On est désolé, on va devoir passer au prochain invité. Mais en tout cas, ce que tu nous dis, c'est vraiment important. C'est important pour la jeunesse. Et c'est aussi important pour une ville qui a en son sein énormément de quartiers populaires qui sont encore très bétonisés. Oui, beaucoup trop, oui. Exactement. Et c'est pour ça qu'on va accueillir Arman, par exemple, qui va nous parler de la jeunesse. Arman, comment ça va? Bah ça va très bien, mais je suis content d'être avec vous là. Salut Arman. Ça fait plaisir. En plus, il est venu en mode soin BG. Oh, vas-y toi, c'est lui le beau gosse de l'équipe. On est très content que tu sois avec nous ce soir. Tu peux peut-être te présenter, nous dire comment ça va. Ouais, bah moi ça va très bien, un peu fatigué en cette fin de campagne là, mais donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Arman Akgönül, j'ai 24 ans, je suis travailleur du secteur de l'énergie, également militant syndical à la CGT. Et je suis surtout en ce moment candidat à la mairie de Nanterre sur la liste de la France Insoumise, Faire mieux pour Nanterre. Donc voilà, je pense que ça suffit pour me connaître. Oh, ah ouais, ok, tu es venu nous parler du coup de l'engagement de la jeunesse, c'est ça? Ouais, c'est ça, je vais essayer un peu d'exposer un peu mon avis, notre avis et la France Insoumise sur la situation actuelle de la politisation de la jeunesse et son engagement. Donc je pense qu'on peut partir d'un constat sur lequel on va être tous d'accord, c'est qu'il y a un fort taux d'abstention de la jeunesse et un désintérêt global de la politique dans sa forme actuelle par la jeunesse. Et on peut essayer de réfléchir aux différentes causes qui produisent ce désintérêt. J'ai essayé de réfléchir un peu à qu'est-ce qui pouvait causer ça. À mon avis, d'abord, il y a une impuissance. De par les trahisons à répétition, des non-promesses politiques, mais même des résultats de vote un petit peu pas trop respectés, on va dire, par le gouvernement actuel. Ensuite, plus particulièrement dans nos villes de banlieue d'Île-de-France, il y a une grande méfiance, et de banlieue tout court en fait, il y a une grande méfiance envers les institutions de la République, que ce soit vis-à-vis de la police, vis-à-vis même dès l'école, dès l'école on peut être victime de racisme, ce genre de choses. Et donc, de manière générale, les institutions de la République, et donc la politique, puisque ça l'englobe, on a une méfiance, on va dire, naturelle qui se forme. Et en plus de ça, il y a une forte déconnexion, je pense, entre la représentation politique et les aspirations des gens, mais également leur conscience politique. Et je pense qu'un exemple parfait de ça, c'est la politique coloniale et sanglante du gouvernement israélien. Nous, dans la rue à Nanterre, tout le monde, quand on parle avec nos amis, ça va venir à l'esprit de défendre ça juste de manière humaine, en fait. Alors que quand tu allumes la télé, tu vois nos ministres qui parlent de droit inconditionnel à se défendre, etc. Et du coup, quand on voit ça, on se dit, mais en fait, ces gens, ils ne me représentent pas, ça n'a rien à voir avec moi. Qu'est-ce que je vais aller faire avec... je ne vais même pas m'impliquer dans ça, parce qu'en fait, ces gens, ils ne connaissent pas ma vie, ils n'ont rien à voir avec ce que je raconte. Donc voilà pour la déconnexion, c'était juste un exemple. Et enfin, je pense qu'il y a un peu un truc matériel de précarité qui fait que les gens, on va dire, c'est pas leur priorité principale que de s'engager en politique. Et tout ça, ça crée de la résignation. Et je pense que nous, notre travail en tant que militants politiques et mouvement politique, que ce peut être la France Insoumise, c'est d'essayer de combattre cette résignation. Et je pense qu'il y a des solutions, et c'est là que nous, on intervient. Je ne vais pas dire qu'il y a des solutions magiques, parce que tout est, à mon avis, fait pour qu'il y ait effectivement cette résignation. Mais il y a un travail de longue haleine à faire, et on peut commencer tout simplement par, j'ai cité des
des choses concrètes qui créent cette résignation, je pense que nous, même à notre niveau de la mairie, on peut les combattre. Que ce soit, j'ai parlé de la méfiance, nous par exemple, à Nanterre, on veut expérimenter quand on sera à la mairie, le récépissé de contrôle d'identité. Tout à fait. Ouais, c'est un truc important, pour ça. lutter contre le contrôle faciès. Pour que dans la rue, quand on sorte, on n'ait pas juste peur de la police, tu vois. Et que donc, de manière générale, les institutions et la politique ensuite, parce que c'est lié dans la tête des gens, ça soit pas juste quelque chose qui fasse peur. Ensuite, il y a évidemment la précarité, j'en ai parlé, et bon, on a tout un pan de notre programme qui est sur d'améliorer les conditions sociales des gens et de la jeunesse en particulier. Il y a par exemple le financement à hauteur de 50% du pass Navigo pour les 18-25 ans. Je ne vais pas refaire la liste de toutes les mesures, mais donc vous en doutez, la France Insoumise, on a un programme pour lutter contre la précarité. Mais je pense que, et cela c'est peut-être le point le plus important, il faut qu'on lutte contre l'impuissance dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça peut se faire par créer des instances de démocratie qui soient prescriptives. Avant, Nicolas, il a parlé du RIC, évidemment. Mais je pense qu'il y a une des mesures du programme qui peut-être est, à mon avis, la plus importante là-dessus, c'est la réactivation des conseils de quartier en leur donnant une force et une capacité d'effectivement agir par la suite. Et il faut que la jeunesse, notre jeunesse, s'engage là-dedans. Et ça ne peut pas juste, la démocratie à Nanterre, se résumer à, on a parlé du budget participatif, qui est à mon avis un mode assez particulier on propose un truc, les gens votent, on donne de l'argent, hop, c'est fini. Ça, c'est pas du débat démocratique, c'est juste du fléchage économique. Tout à fait. Et ça, à mon avis, c'est pas ce qui va permettre et donner envie aux gens de s'intéresser et de s'impliquer dans la politique. Et donc, en parallèle de créer ces conditions matérielles de l'engagement, il faut nous, en tant que militants politiques, qu'on essaye de créer cet engagement, de le développer. Ça peut être par exemple et on le fait, je pense que la France Insoumise le fait très bien, et Jean-Luc Mélenchon, le meilleur de nous tous pour ça, c'est créer un discours qui fasse rêver, un récit d'un autre possible, d'expliquer que en fait, la situation actuelle politique, c'est très marginal à l'échelle de l'humanité et de l'histoire politique des choses. Ce qui est actuellement, il n'y a rien de définitif, on peut changer ça. Bon, après avoir dit ça, c'est un peu, ça suffit pas, quoi. Et donc, il faut qu'on favorise des conditions concrètes de développement de cet engagement. Et ça peut par exemple passer, je sais qu'il y a une mesure qui, à mon avis, va plaire à beaucoup de gens, c'est de réactiver les MJC, les maisons de quartier, etc. pour la jeunesse, pour recréer quoi? Des structures de solidarité, parce qu'on a besoin de lutter contre l'individualisme, lutter contre le fait que les gens se referment sur eux-mêmes, ou alors si c'est pas sur eux-mêmes, juste sur leur groupe de potes, et en fait ne parlent plus trop aux gens de l'extérieur et pensent qu'on peut se débrouiller tout seul sur tout. En fait non, pour faire face aux défis dont on a devant nous et qui sont déjà là aujourd'hui, il faut qu'on crée une solidarité populaire ensemble. Et donc, à mon avis, ce genre de structures, elles sont vraiment vitales pour ce genre de choses. Si je peux me permettre, peut-être Nicolas, tu peux rebondir sur ça, parce que moi je sais que par exemple, moi j'habite dans un quartier où il y a une maison de la culture qui a été fermée. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben oui, il y a la maison Daniel Ferry. La maison Daniel Ferry, c'était un des rares espaces culturels qui ne soit pas au centre-ville. En fait, à Nanterre, la plupart des espaces et la plupart des festivals aussi, tout se passe au centre-ville. Alors on dit ouais, c'est le centre-ville, comme ça tout le monde peut y accéder, c'est facile d'aller au centre-ville. Mais la maison Daniel Ferry, par exemple, il y avait des choses qui se passaient dans cette maison et qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui se passe à la Maison de la Musique. La Maison de la Musique, c'est un conservatoire, c'est la Maison de la Musique, il y a des concerts peut-être sympas, il y a des trucs bien à voir, mais c'est pas la même programmation, ça s'adressait pas à la même population, et puis surtout, ça permettait aux jeunes du quartier d'aller directement à la maison de Daniel Ferry. Il y avait un studio d'enregistrement qui était disponible aussi, donc qui offrait donc un service gratuit qui permettait des choses qui n'existent plus. Pourquoi? Parce que cet espace a été promis à la vente pour un projet d'accession à la propriété, c'est un projet foncier. C'est d'ailleurs symptomatique, en fait, c'est aussi pour ça que nous on s'engage, qu'on fait une liste, c'est assez symptomatique des mairies dites d'hiver gauche, qui en fait vont eux créer une politique et mener une politique de financiarisation de la ville, où en fait la ville elle doit faire du bénéfice, elle doit
créer du bureau, elle doit faire toutes ces choses-là avec, par exemple, une ville qui n'est plus une ville, mais une marque. On va créer un logo de la ville, on va créer des réseaux sociaux de la ville ou de certains quartiers. Alors, l'argument, c'était que la maison des Alfieri, ça coûtait trop cher à remettre en état, donc du coup, on a préféré la vendre, et voilà. Mais moi, je veux rebondir un peu sur ce que disait Arman. C'est vrai que ce qui est important aussi, c'est effectivement qu'il y ait une réappropriation de l'espace public. Donc, plus généralement que juste la MJC, etc., je pense qu'il y a besoin, en fait, que dans tous les quartiers, parce que souvent, les quartiers, ce que disent la plupart des jeunes, c'est qu'il n'y a rien à faire ici, en fait. Il n'y a rien. Il se passe rien, il n'y a rien. Et en fait, c'est ça. Il faut une réappropriation de l'espace public, parce qu'il y a plein d'endroits, plein d'espaces qui ont été complètement, et qui existaient, en fait, avant d'ailleurs, qui ont été complètement délaissés, isolés, et même sans parler de la jeunesse aussi, même aussi au niveau des fêtes de quartier, par exemple. Il y a des fêtes de quartier qui n'existent plus, qui n'ont plus lieu, qu'il faut remettre, si je peux rebondir là-dessus, je pense qu'il y a un truc que nous, jeunes, c'est un peu... tout le monde le ressent, c'est que tu peux plus sortir sans avoir d'argent. Tu sors, tu fais quoi? Tu vas te poser, je sais pas moi... dans un bar pour boire un coup, je sais pas quoi, tu vas aller voir un concert, un truc, tout est payant. Pareil, la fête n'est pas inclusive. Voilà, ça. Et donc, de fait, si t'as pas 15 balles à mettre dans ta sortie du week-end, juste tu restes chez toi. Ou alors, tu fais quoi? Dans ce qui existe encore, moi j'habite au chemin de Lille, j'habite juste en face du fameux Saint-Voltaire, les gens ils font du sport, ils jouent au foot, ils jouent au basket, mais sauf qu'il n'y a plus que ça. Il n'y a plus de structure, soit culturelle, soit associative, etc., où les gens peuvent se retrouver et créer cette solidarité de manière gratuite. Et notamment, je trouve que ce qui est vraiment horrible à voir en ce moment, c'est aussi qu'il y a un contrôle de l'espace public qui est particulier, qui s'attaque à la jeunesse, mais qui s'attaque à plein de types de personnes, notamment les personnes racisées, qui sont considérées en fait par la police et par les forces de l'ordre comme des nuisibles. Et du coup, en fait, quand on n'a pas d'argent, que le seul truc qu'on peut faire, c'est aller voir ses potes, se poser dehors, juste se balader dans la ville, et que même ça, c'est pas possible parce qu'on est directement considérés comme des nuisibles et que du coup, on va être chassé de l'espace public, notamment par les amendes. Où maintenant on a un développement des amendes qui est vraiment inquiétant, où il y a des jeunes qui commencent leur vie à 18 ans avec des milliers d'amendes à rembourser et des dettes, et c'est pas possible de vivre comme ça. Donc en fait, même l'espace public, on peut plus se le réapproprier, et c'est pour ça que c'est important que les mairies, elles, permettent d'avoir ces espaces où les jeunes puissent sortir, puissent se retrouver, sans qu'ils soient tout de suite catégorisés comme des gens qui traînent dehors, etc. Et qu'en fait, il y ait ce moment-là de réunion qui permettent que les jeunes puissent sortir en sécurité. En sécurité, tout à fait. En sécurité. La réalité, c'est que c'est eux qui ne sont pas en sécurité, c'est eux qui ne se sentent pas et qui ne sont pas en sécurité. On le rappelle, d'ailleurs, ce n'est pas des choses qu'on invente, c'est des chiffres officiels donnés par des institutions d'État. Le profilage racial sur les contrôles de police, il existe. C'est 90% de chance en plus, je crois, quand tu es une personne perçue comme noire ou arabe, d'être contrôlée dans la rue. Puis en plus, on est dans une ville à Nanterre où malheureusement, on a eu des décès tragiques, des assassinats, on peut le dire, on peut parler de meurtres. D'ailleurs, à ce propos, le 26 mars prochain, il y a une mobilisation à Nanterre. 21 mars, pardon. 21 mars. Du coup, en soutien à la famille de Naël, suite à la nouvelle décision de justice de ne pas poursuivre le meurtrier de Naël pour meurtre, mais simplement pour violence. Donc voilà, vu que j'imagine qu'il y a des gens de Nanterre qui nous écoutent, mobilisez-vous, nous on y sera en tout cas. Ouais. Bon, on pourra pas parler politique parce que c'est la période de réserve suite au second tour, mais on apportera notre soutien, bien évidemment, comme on l'a toujours fait depuis le début. Voilà. Je sais plus trop. Si, j'en étais un truc j'ai dit qu'il fallait recréer les structures de solidarité, et ça, on va dire, c'est la partie la moins politicienne, mais je pense que, et c'est le rôle de la France Insoumise, c'est de créer une organisation politique de masse qui forme la jeunesse, qui lutte contre sa dépolitisation, qui lutte contre le confusionnisme, l'individualisme et ce genre de choses. Parce que on entend souvent, et c'est une vérité, de dire que les jeunes sont très engagés, mais pas en politique. Ils font d'autres choses, ils ont d'autres engagements, ils ont des engagements associatifs, etc. etc. Je pense que nous, c'est notre rôle de militants politiques de canaliser et de diriger toute cette énergie d'engagement vers la lutte pour la prise du pouvoir. Si c'est ça qu'on pense qui peut changer les choses, ça qu'il faut qu'on fasse. Donc, il faut qu'on crée un parti politique qui forme les gens et qui essaye d'expliquer, parce que nous, c'est ce qu'on pense, les structures qui mènent à la domination, à l'exploitation, à l'aliénation, etc., pour qu'on puisse la combattre tous ensemble. Parce que cette énergie, elle est vivace, elle est présente. Ça serait dommage de la laisser s'évanouir. Et encore plus à Nanterre, où on est un bastion historique de la gauche, etc. Voilà. Et je finis là-dessus. Je pense que la situation internationale et politique actuelle, elle est très propice à ça. Parce que
historiquement, la guerre et donc la paix ensuite, c'est une revendication révolutionnaire historique. Que ce soit la révolution russe de 1917, le slogan central, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'école, c'était « Paix, pain, terre ». Les gens, en fait, ils n'ont pas envie d'aller faire la guerre. Les gens... Paix, pain, terre ? Ouais. Ça veut dire quoi ça ? Ils veulent la paix, du pain et les terres. Ah ouais, parce que... Qu'est-ce qu'il me raconte là ? Excuse-moi, la paix, le pain et la terre. Parce que les gens, ils ont faim, les gens, ils n'ont pas envie d'aller mourir au front. Et je pense que c'est le cas de tous les jeunes gens de notre âge. Il n'y a personne qui va dire, ouais, je vais aller mourir pour Macron. Tout le monde n'en a rien à foutre de la guerre. Non. Voilà. Et donc, il y a des instincts antimilitaristes et pacifistes. Et je pense qu'il faut qu'on crée un débouché politique à ces instincts. Tout à fait. Et voilà. Voilà, Pépin Père, ça dit dans le chat. Hein. Ça veut marquer les gens. Mais t'as raison, Arman, là-dessus. En plus, moi, ce que je veux juste compléter là-dessus, c'est qu'en fait, là, ça fait depuis 1 an, justement. Moi, je vois vous, d'autres. Il y a plein de jeunes qui arrivent maintenant dans le mouvement. Et ça, c'est hyper important parce que pour la suite, et même pour Nanterre surtout, et à Nanterre surtout, justement, je peux te dire, moi, je pense que les autres, il faut qu'il y ait toutes les organisations là, qui sont, tous leurs logos, là, et ils ont du souci à se faire parce qu'en fait, vous êtes l'avenir de Nanterre, vous êtes la ville de la ville. Et je peux vous dire que là, ça promet, hein, ça promet des cauchemars. Ça leur promet des cauchemars. On va pas bouger. Voilà. Mais ce qu'on peut voir, nous, du coup, on est tous les jours sur le terrain à tracter, à faire des porte-à-porte, etc. Les militants des autres listes, en fait, c'est juste les élus municipaux c'est ça. qui sont dispatchés dans 7 listes différentes. Ils n'ont pas de militants. C'est les mêmes personnes. C'est des gens qui sont, entre guillemets, payés pour ça parce qu'ils sont payés, ils ont un poste, quoi. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas de nouveaux gens, il n'y a pas de jeunes, il n'y a rien. Et d'ailleurs, je me fais rappeler un truc, une chose importante, hein, je pense que tu peux le dire aussi bien, c'est le nombre de mandats des élus, de certains élus. Ouais. S'il te plaît. Oui. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, le fait qu'on a fait la campagne de Sabrina Sebaï et que c'est grâce à nous qu'elle a été élue, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas de militants. Ça n'existe pas. On est les seuls à être sur le terrain, on est les seuls à militer, à faire des porte-à-porte, à être là sur les marchés tout le temps en fait, parce que pour nous, la politique, elle doit d'abord venir du besoin des gens. Et pour savoir ce dont les gens ont besoin, en fait, il faut être sur le terrain constamment. Mais dis-toi que quand on colle, souvent les soirs, etc., on colle, je pense que nos adversaires militants s'en rendent bien compte. À chaque fois qu'il y a des gens qu'on croise dans la rue, ils nous demandent, vous êtes payé combien ? On n'est pas payé, on est militants. On est militants, mais nous, c'est ce qui nous anime, c'est le programme, c'est la force de changer. C'est ça, parce qu'on y croit et que justement, on veut lutter contre cette résignation et que nous, on n'est pas résignés. Mais surtout, ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on milite, mais de manière très différente en ce moment, nous, les jeunes en tout cas, c'est parce qu'aussi, il y a un ras-le-bol de la politique institutionnelle. On voit qu'en fait, ça ne marche plus. Je suis désolée, mais je pense qu'on a tous été traumatisés quand on était jeunes par Hollande, du côté de la gauche, quand on était jeunes. Et du coup, on se dit, en fait, les institutions, ça n'a pas marché. C'était une époque où la gauche était censée avoir toutes les institutions. Ils avaient les conseils régionaux, ils avaient l'Assemblée nationale, ils avaient le Sénat. Le PS à son prime. Et en fait, genre, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, ok, la rue, c'est une des manières par laquelle on peut obtenir des choses. Et sauf que ça a mené à ce que maintenant, les gens aillent beaucoup en manif, sauf que le problème, c'est que Macron ne respecte pas du tout les manifestations. Ouais, grosse répression. Et que du coup, il y a beaucoup moins de gens qui votent, et alors que nécessairement, on a besoin de ça si on veut prendre le pouvoir à un moment et si on veut faire des politiques de gauche, que ce soit au niveau municipal ou au niveau national. Puis surtout remettre, je pense que tu vas en parler mieux que moi, Arman, mais remettre les symboliques de solidarité, d'amitié dans la lutte, de montrer que lutter, faire de la politique, c'est pas juste des petits péteux avec une cravate et une chemise, même si j'en porte des fois, si vous trouvez des photos. Bref, mais c'est aussi lutter dans la joie, c'est rire, c'est chanter, c'est nous les collages, on les fait en musique. Le PCF, ils font le collage avec la peur dans le ventre. Ils courent vite, ils rentrent dans leur voiture, je les ai vus une fois. En plus, vas-y, je vais pas niquer trop de trucs, mais voilà. Mais regarde, dimanche dernier, là, il y avait la manifestation du 8 mars. C'était un dimanche, les gens ne travaillaient pas, ça favorise le mouvement social. Il faisait beau, c'est le début du printemps, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de manifestation. Il y a eu un raz-de-marée sur Paris. On est monté sur Paris, il y avait un raz-de-marée, les gens ils étaient heureux, ils dansaient, tout le monde était... Il n'y avait que des sourires en fait. Les gens, ils ont soif de lutte, ils ont soif de débouchés, ils ont soif de mouvement social, et nous, il faut qu'on leur propose ça en fait. Exactement. Surtout qu'en fait, si on fait pas ça, on est déprimé. En plus, tu vois la politique nationale, t'es en mode ouais, j'ai pas envie. Genre, et là, le fait d'avoir des endroits où on peut se retrouver, on peut militer ensemble, on peut se rendre compte que putain, en fait, il y a plein de gens qui ont envie de se battre pour les mêmes choses que moi et qui sont prêts à aller sortir, à aller dans la rue, à aller manifester, et ça fait tellement du bien en vrai. Ouais, et ça, c'est quelque chose que aucun autre parti, en tout cas moi en tant que jeune, j'ai pas connu d'autres partis, mais qu'aucun autre parti, à part la France Insoumise, offre en fait.
Et d'ailleurs, vous allez voir après le deuxième tour, là, ils vont tous rentrer à la maison. Hein. Nous, on va continuer. Let's Mais go. eux, ils vont tous rentrer à la maison. On va continuer. Pourquoi ? Parce qu'en 2027, faut qu'on soit présent. Hein. Oui, et puis Ça, surtout, nous, chaque saison, hein, comme Jean-Luc Mélenchon. Oui, puis surtout nous, en fait, on est, enfin, eux ils font de la gestion. Eux ils font de la gestion, c'est-à-dire que c'est les patrons d'une ville. C'est pas, ils sont en aucune représentation politique. Alors que nous, on est complet. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on défend. On est présent dès qu'on le peut sur toutes les luttes. On est honnête avec les gens. Je pense notamment à quand on est allé voir les personnes rue de l'Arlequin. On leur a pas fait. De aller de l'Arlequin. De aller de l'Arlequin, exactement. Donc, c'est des tours nuages, hein, c'est des tours Ayo bien connus à Nanterre qui vivaient pendant 3 mois, 4 mois sans chauffage Ouais. en plein hiver. Nous, on y allait directement. sur C'était le là-bas terrain. le 14 degrés en hiver. Exactement. Et je peux te dire que ça, c'est quelque chose 14, qu'ils n'ont pas. Le 14 degrés, non, pas c'était vraiment 10, ça. 10. C'était 19, au point où il y avait de la moisissure sur les plafonds. 10 le Enfin, soir. les gens vivaient dans des conditions. On est dans une ville à l'intérieur. Alors, Et certes, même en termes de conditions, excuse-moi, mais juste médicales, hein, il y a aussi des enfants qui ont eu des crises d'asthme, que les pompiers ont dû intervenir. Enfin, c'était vraiment des conditions terribles. oui, puis d'ailleurs sur ça, parce que je vois quelqu'un qui pose souvent la question là sur le chat depuis tout à l'heure, comment on va faire pour lutter contre les déserts médicaux dans la ville. Ouais. Et toi tu parles de jeunesse, ben, c'est notamment en créant des centres municipaux de santé qui en fait vont ramener des médecins, jeunes diplômés, que nous on va salarier, parce qu'il y a aussi, c'est ça que provoque hein, le libéralisme, la politique macroniste, etc. C'est à force de créer et de faire, de vendre comme rêve aux médecins libéraux le fait qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, mais en fait ces gens-là ils finissent seuls parce qu'ils passent leur journée à travailler. Mais je peux te donner un exemple. À Nanterre-Ville, là, à la gare, on avait un centre dentaire jusqu'à il y a moins de 6 mois là. Mais vu que c'est des petits patrons, c'est un truc, comment dire, libéral, donc qui a un but de profit et de bénéfice à la Ouais. fin. À la fin, ils ont trouvé quoi? Une meilleure opportunité ailleurs. Ah, ils sont Ils ont fermé le centre, ils sont partis. Moi, j'avais un... Bah, t'as vu, c'est expérience personnelle. J'avais un suivi dentaire là-bas. Bah, je me retrouvais, je suis allé à l'hôpital à Paris finalement. Du jour au lendemain. Alors que nous, on est à Nanterre, on a un grand hôpital, machin. Bah, il faut D'accord. faut prendre le RER pendant 1 heure, etc. pour aller se soigner. Bah, d'ailleurs, hôpital de Nanterre, c'est un grand sujet, peut-être tu vas en parler, Nicolas. Oula. On n'a pas beaucoup de temps, je te le rappelle. Ouais, par Nicolas. contre, ça je va vais être- être très ça va être rapide. 3 minutes, hein, Ouais. 3 minutes, parce qu'après, 3 on minutes, fait la 3 minutes pour conclusion, l'hôpital de les amis. Nanterre. Alors, il paraît qu'on fait de des informations selon le maire, mais non, on fait pas des informations. En fait, l'hôpital de Nanterre, eh ben, il y a eu une première chose qui a été faite, c'est qu'en 2012, il y a eu une fermeture de service. Le bloc opératoire n'a pas été, voilà, a été fermé. Et donc, on a un hôpital sans bloc opératoire. Ça, c'est quelque chose qui a été décidé par l'Agence régionale de santé. Et donc, il y avait une lutte à l'époque menée par les habitants. D'ailleurs, il y a une de nos colistières qui s'appelle Christine qui était très active dans cette lutte. Finalement, la mairie aussi s'en est mêlée, mais finalement, la mairie a lâché le morceau et ils ont fini par acter la décision de l'Agence régionale de santé. Et bon, du coup, ça a mis l'hôpital en difficulté parce que quand on n'a plus de chirurgie et que c'est le seul truc qui rapporte un petit peu d'argent, bah, les budgets de l'hôpital, ils s'en ressentent. Ensuite, il y a aussi d'autres services qui ont été fermés ou mutualisés. Bref, ça se passait pas très bien pour l'hôpital et en même temps, il y avait besoin de rénovation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu 40% du foncier. 40% du foncier pour faire de l'accession propriété, un jardin japonais. On est super content qu'il y ait un jardin. Moi, j'adore les jardins japonais, mais bon... À la place d'un hôpital, Voilà. c'est logique. Des cartes il y a un super jardin japonais, on est ravis pour eux. Mais donc, ils ont vendu 40% du foncier pour faire, donc, financer cette rénovation. Alors certes, il y avait besoin de rénovation pour le service d'urgence, mais rénover un bâtiment, c'est pas réinstaller des services hospitaliers en fait. Il ne faut pas tout confondre. Et la façon dont la mairie, qui d'ailleurs siège au conseil d'administration, puisqu'il est président du conseil d'administration, le maire de Nanterre, la façon dont ils vendent le projet, c'est en gros projet de rénovation, etc. Mais non, c'est rénovation des bâtiments, mais c'est pas rénovation des services, c'est pas restitution des services qui ont disparu, c'est pas le fait que les services mutualisés, ils sont plus mutualisés, ils sont entiers, donc, et c'est pas remettre un bloc opératoire. Donc tout ça, ça fait partie des sujets aussi sur lesquels nous, on va se battre. Et alors, on va se battre, l'Agence régionale de santé, évidemment, c'est une agence régionale, donc c'est un mastodonte, mais en même temps... il y aura peut-être plusieurs villes insoumises maintenant en Île-de-France. Il y aura peut-être dans les Hauts-de-Seine, il y aura peut-être plusieurs villes insoumises. Il y aura peut-être, sûrement d'ailleurs, beaucoup plus de villes insoumises en Île-de-France. Et je pense aussi à la Seine-Saint-Denis, au 9-3.
Par exemple. dédicace. Donc voilà. On peut rappeler qu'on a énormément de camarades qui font des listes dans les autres. Exactement. On a beaucoup de listes insoumises dans les Hauts-de-Seine, dans le 9-3, dans le 9-4. Il y a des listes insoumises en fait un peu partout en Ile-de-France. Et il y en a une à Paris, figurez-vous. N'est-ce pas ? Et donc voilà. Et donc ça peut permettre, parce que nous, on raisonne pas en termes de oui, la ville, c'est la ville et il y a la frontière et point final. Non, on a des camarades à Colombes, on discute avec eux, on a fait même des choses ensemble et tout, des actions ensemble. Et donc, on va créer un réseau de villes insoumises. Et ça va être différent parce que ça inverse, ça permet d'inverser le rapport de force, justement, d'avoir plusieurs villes alliées et en alliance entre elles. Tout à fait. Bon, ce live touche bientôt à sa fin. Tu peux rester avec nous, Arman, pour la conclusion. Tu es le bienvenu. J'ai pas vu le temps passer. Ben, Oui, c'est vrai que ça passe très vite. le temps passe bien, grâce à ces belles équipes qu'on remercie d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Manon, Enora, Tom qui sont en caméra, Merci à vous. à Mathis à la prod, aux invités Ruben, Gabriela, Perrine et Arman, évidemment, qui est encore avec nous, à Jules à la régie et Merlin au son. On va conclure tranquillement, peut-être avec une petite question simple. Je peux remercier quelqu'un, moi? Ouais, vas-y, remercie. Je veux remercier Raphaël Adam pour nous avoir réunis. Ouais. Sans lui, on ne serait pas rencontrés. Ça veut dire merci Raphaël, tout ça. Voilà. Et bien vu, Raphaël. Raphaël, t'as créé tes meilleurs ops. Fallait nous écouter. Quand on voulait des logements, c'est mec. C'est où les plans Snap maintenant? C'est où les plans Snap logement? Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'il y a des plans Snap logement. Moi, j'y crois. Mais voilà, de toute façon, on est dans une ville où dimanche 15 mars, vous aurez le choix entre 10 listes. Je pense qu'on a les arguments nécessaires sans manquer de respect aux autres listes pour dire que on est la liste la plus sérieuse, on peut le dire. Moi, j'ai pas peur de le dire en tout cas. J'ai vu le travail qu'on a accompli, j'ai vu ce qu'on a fait, les porte-à-porte qu'on a fait, comme on est monté en puissance. Je pense qu'on est très sérieux, voilà, Mia. En dehors de sérieux, je pense qu'on fait partie de ces rares listes à l'Inter qui est vraiment sur le terrain, qui milite depuis des années et puis qui se dit pas on va faire de la politique pour finalement avoir un poste et puis poser son cul sur une chaise et rester là pendant 15 ans. Non, nous on a vraiment un programme, c'est ça qu'on défend. On a parlé aux habitants, on a construit avec les habitantes et les habitantes de Nanterre. Donc c'est vraiment important aussi de porter nos valeurs au niveau municipal comme au niveau national. Donc c'est ça qui moi me donne la motivation et me dit qu'on est prêt à la prendre finalement la mairie. Oui, bien sûr. Nicolas peut-être. Eh ben nous on est la seule alternative à gauche, tout simplement. Je précise, seule alternative à gauche. La seule. Ouais, et si tu peux montrer le bulletin de vote peut-être, Ryan. Montre-moi le bulletin de vote. Ouais, alors très important, très important. Parce que là c'est. Amis, dimanche déjà, évidemment, vous allez tous voter, vous allez tous appeler à voter pour nous et vous votez avec ce bulletin-là. Voilà, le bulletin que vous voyez, normalement ce document, vous l'avez tous reçu dans vos boîtes aux lettres. Donc, n'hésitez pas à dire si vous avez reçu ou pas reçu d'ailleurs, parce que on veut vérifier. Ouais, moi, j'ai pas reçu ça. Donc, c'est le bulletin de la France Insoumise. Vous allez soutenir la liste Faire mieux pour Nanterre avec Nicolas Huyghe, avec tous les colistiers et les colistières. D'ailleurs, je pense qu'on peut le dire, on est une des listes les plus jeunes, en tout cas sur les 20 premières places. Ça se voit sur le plateau aujourd'hui. Ça se voit sur le plateau aujourd'hui, mais d'ailleurs, je peux même vous dire que l'équipe technique qui est avec nous, Trop lolo. elle est bien jeune, elle est bien slay, comme on dit. Arman, rebondis sur ce malaise que j'ai créé. Mais moi, je te dis quoi, c'est tout droit, frère. Il Voilà. n'y a plus rien. Là, il n'y a plus de détour, je sais pas quoi. On arrive. Nous, de toute façon, on va être assesseurs tous. Voilà. Ça va être une longue journée dimanche pour nous. Oui, parce que Souhaitez-nous du courage aussi. Soutenez-nous déjà du souhaitez-nous courage. du courage parce que Nanterre c'est une grande ville donc c'est des En bureaux tout de cas, vote nous de on peut créer la surprise. Voilà, hein, c'est c'est ça. clair. Hein. Ouais, et puis surtout en vrai, faut pas oublier que c'est peut-être la première fois en fait qu'ils ont des contradicteurs sérieux politiquement. Et oui, c'est la première fois qu'il y a le choix. C'est vrai, c'est la première fois qu'il y a le choix. Il faut se le dire, c'est un vrai moment politique à Nanterre. C'est, je pense même que c'est historique en vrai. Je peux le dire. Moi, juste pour finir, je suis binational turc. En Turquie, on n'a pas eu de deuxième tour depuis 30 ans. C'est pareil qu'à Nanterre. Raphaël Adam, c'est Recep Tayyip Erdogan. C'est le mec qui est en couille. Là, je rigole. Mais nous attaquons Respect, pas à Raphaël. l'information, Respect. Non mais voilà, puis même en vrai, moi je suis curieux de savoir ton avis, Nicolas. Là, il nous reste 5 minutes pour conclure. Toi, ça fait parce qu'en vrai, ça on l'a pas dit aux gens. T'as créé le premier groupe d'action de la France Insoumise à Nanterre. Ouais. Un groupe d'action, en fait, nous on a un mouvement, Effectivement. on fonctionne en groupe d'action et pas en section locale de parti, donc c'est moins hiérarchique. Ça fait 10 ans que t'es à Nanterre, que t'as mené une tonne de campagnes sur tous les fronts. C'est quoi la diff avec cette campagne-là? J'ai fait toutes les campagnes de la France Insoumise. Voilà. Alors, écoute,
La tortue, la vraie. Ah, par contre, c'est la première fois que je la fais en tant que candidat. Je peux te dire que c'est pas une mince affaire. C'est pas la même chose. Hein, vous me faites souffrir. Hein. Non, ça s'est super bien passé. Franchement, je suis heureux d'avoir fait campagne, en plus de le faire avec une telle équipe, avec vous aussi. Voilà, franchement, tous les militants, toutes les militantes qui sont venus sur la campagne, franchement, il n'y a rien à dire. C'était super. Ça s'est super bien passé. On a fait vraiment une super campagne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a toqué énormément de portes, mais on a donné aussi énormément de tracts. T'as un petit chiffre à nous donner sur les nombres de tracts ? Bon, le tract, je peux te dire qu'il y a, sur une série, on en a imprimé 15 000, les thématiques, donc 5 x 3 000. Mais ça, c'est rien par rapport au nombre de tracts total. Donc voilà, je te laisse envisager à peu près le nombre. Mais je n'ai pas le nombre en tête. Mais en tout cas, voilà, c'était un plaisir. Et qu'est-ce qu'il y a de différent dans cette campagne ? Eh bien, je veux te dire, toutes les campagnes sont différentes avec la FI. C'est ça qui est dingue. Grosse gamberge. Non, parce qu'en 2017, la présidentielle, ça n'a rien à voir avec la présidentielle de 2022, par exemple. C'est complètement différent. Même aussi la perception dans les quartiers, etc., elle n'est pas du tout la même. Autant en 2017, finalement, c'était sympathique, etc. Mais en 2022, il y avait vraiment une ferveur populaire. Mais comme j'avais jamais vu, quoi, c'était dingue. J'étais complètement submergé par... c'était tellement surprenant, quoi. C'était extraordinaire. Et je pense que 2022, c'était le tournant, en fait, pour la France Insoumise. Un tournant vraiment très important, parce que c'est ce qui a permis, à mon avis, c'est ce qui permet d'avoir ce qu'on a aujourd'hui dans cette campagne avec vous, avec tout le monde, là, cet ancrage qu'on est en train d'avoir maintenant dans la ville, dans les quartiers, avec des gens qui s'impliquent, évidemment, qui sont, vous êtes nés à Nanterre, vous avez grandi à Nanterre, vous, mais d'autres qui sont arrivés, de toute façon, voilà, peu importe, c'est pas la question, mais cet ancrage-là, moi, je pense que c'est un atout pour l'avenir, mais monumental. Je pense que là, on va gagner, quoi. On va gagner en 2027, moi je vous le dis. 80% parce que minimum. ce qu'on fait aujourd'hui dans la ville, et ce qu'on fait dans toutes les villes de France, dans toutes les villes de France, j'exagère un petit peu, mais dans la plupart des villes, dans les grandes villes en tout cas. Toutes les villes plus de 100 000 habitants. C'est ce qu'on bâtit pour l'avenir, et c'est ce qu'on bâtit pour 2027, parce que c'est ça qui peut-être d'ailleurs nous a manqué en 2022, et qui fait que là, on va y arriver. Voilà. Donc moi j'en suis persuadé, et donc je suis heureux de voir toute la jeunesse mobilisée comme vous. Franchement, c'est le rêve, quoi, c'est le pied. Donc j'adore faire campagne avec vous. Hein. On en refait une si vous voulez, comme vous voulez. Let's go. Et puis voilà, c'est important. Moi, je voudrais rebondir sur le nombre de voix manquantes. Voilà. C'est-à-dire qu'en 2022, Jean-Luc Mélenchon, il lui manque 400 000 voix, il me semble. 400 000 voix avant d'atteindre le second tour. Très peu. Et c'est aussi ça qu'on fait, c'est qu'on va dans ces municipales avec sérieux. C'est dimanche qu'on peut tout changer, mais on met aussi des pierres, on met aussi des points pour l'avenir, pour peut-être potentiellement réussir à passer ce second tour. Il nous reste 2 minutes. On va dire au revoir à tout le monde, je pense. Ouais. Des gros bisous. N'oubliez pas, merci. C'est ce bulletin qui est le plus important. Dimanche 15 mars, on vote pour la France Insoumise. Et le dimanche 22 mars aussi. Mais oui, parce qu'il y aura sûrement un second tour. Et du coup, c'est la liste Faire mieux pour Nanterre, menée par Nicolas Huyghe. Et un grand merci à tout le monde. Merci à tous. Merci l'équipe. Merci les équipes. Merci. Merci à vous.